j'ai souffert d'un truc quand j'étais petit, c'est que mon père, il disait jamais un mot pendant les matchs de foot. Dans le coxage, il me disait comment tu t'appelles, je disais Francis Lalanne, tu sais, je me foutais de leur gueule. Et il me disait tu vas voir, on va te faire danser Francis Lalanne. Tout le monde rêverait d'être Mbappé. Jamais de ma vie je veux être Mbappé. C'est l'angoisse absolue. Je te jure, c'est un niveau de stress. J'ai la chance d'avoir les abs qui sortent super bien. Ça, je pense que c'est parce que t'es un gros connard d'égoïste. Je suis un père attentif, tu vois que je suis un mari aimant. Et quand Caro elle annonce de son cancer, je sors de 3 jours en immersion avec le GIGN. Et là elle m'appelle, elle a fait sa biopsie et elle est en larmes et elle me dit bah c'est négatif, j'ai un cancer. Je suis un soldat, on va se battre. Et on va le défoncer ce fils de pute de cancer. Boulet, pagaie, la cuve. Et là on fait 1,2 million en 6 heures parce que j'ouvre le site 6 heures uniquement. Et malgré ça, j'ai failli la planter la boîte. Le succès, c'est que quand tes enfants veulent passer du temps avec toi quand ils sont grands. J'aimerais bien savoir à quoi ressemblait le petit Hugo quand t'avais 10 ans. Par quoi t'étais passionné, l'athlé, le foot, la Bretagne, le GIGN. Ah ouais. J'aimerais bien que tu nous fasses un petit florilège de tout ça. 10 ans, est-ce que j'étais passionné du GIGN à 10 ans? Je crois pas, c'était un peu tôt encore. 10 ans, je sais pas si j'étais pas dans une des périodes les plus traumatisantes de ma vie, à ce point-là, parce que c'est l'âge où je crois que j'ai redoublé. Est-ce qu'à 10 ans? Non, à 10 ans, t'es pas en 6e. Non, je crois que t'es en 6e à 12 ans, un truc comme ça. C'est plus tard alors, mais 10 ans, parce que j'ai redoublé ma 6e, et ça a été un épisode très traumatisant pour moi. Ok. Et d'ailleurs, j'en ai reparlé dernièrement, et c'est un truc où, en fait, de là, si tu veux, mon enfance, grosso modo, mon père était footballeur professionnel, donc j'ai beaucoup changé d'école. J'ai compté la dernière fois avec mes parents, je crois que j'ai changé 13 fois d'école quand j'étais petit, ce qui est énorme. Donc en fait, à chaque fois qu'il changeait de club, je changeais de ville, je changeais d'école, et j'ai eu cette capacité. Je sais pas si ça... C'est une bonne question d'ailleurs, c'est est-ce que ça a influé sur ma capacité à être sociable et à pouvoir me faire très rapidement de nouveaux amis dès que j'arrive dans des nouveaux écosystèmes? Est-ce que ça a été... c'est ma personnalité de base et c'est un truc presque épigénétique, ou est-ce que c'est de par ces conditions-là que j'ai eu très jeune de changer très rapidement d'environnement qui a fait que j'ai dû, tu vois, me faire à ça et devenir sociable? Je sais pas, c'est une bonne question, mais toujours est-il que j'ai pas eu de mal à le faire parce que j'ai toujours eu ce naturel de me faire très rapidement à de nouveaux environnements. Très sportif depuis tout petit. Plus tendance à être plus un peu hyperactif, tu vois. Fils unique, donc très entouré de mes cousins, dont Val qui est à Dubaï et qui bosse avec moi et avec qui je partage beaucoup de choses, et mon autre cousin Thibaut, où on a à peu près les mêmes âges. Ils étaient un peu plus petits que moi, mais j'étais très souvent avec eux. Donc souvent chez ma grand-mère, souvent avec eux. Des parents très actifs, qui bougent beaucoup, qui adorent aller au resto, qui adorent faire la fête. Donc ouais, ça a été ça un peu mon cocon. Beaucoup de bienveillance. J'ai pas, tu vois, il y a des gens qui ont des vrais pets et tout pendant leur enfance. Moi, je suis grateful d'avoir eu une enfance qui s'est très bien passée, d'avoir des parents qui ont été là aux petits soins, qui ont su m'accompagner, me donner confiance. Je pense que ça joue aussi aujourd'hui sur le fait que, tu vois, j'ai confiance en moi et que je me suis développé quand j'ai réussi à me développer. Et ouais, 10 ans, j'ai pas trop de souvenirs en réalité. Je peux te dire dans quelle école j'étais, etc. Mais c'est plus à partir de 12 où ça m'a vraiment. Où j'ai pris un peu un pet, ouais, avec ce redoublement en 6e, quoi. Parce que d'une, t'arrives à un âge qui est très compliqué, où tu commences à être jugé, où tu vois, quand t'es plus petit, c'est un peu plus facile. 12 ans, t'es un peu, tu vois, vers l'âge de 6e, t'es l'âge un peu petit con, où t'as redoublé, t'es qu'un loser. En plus de ça, je l'ai dit dans un podcast qu'on a fait avec Nevin et Jérémy la semaine dernière, mais et je m'en suis rendu compte justement pendant le podcast en te disant, c'est que j'avais ce truc où un de mes petits cousins, Thibaut, avait sauté une classe, était au Stade Brestois, donc était dans un club professionnel au foot, était demandé par d'autres clubs pro, etc. Était très très fort au tennis et était dans Top France. Et moi, à côté, je redoublais ma 6e. Au foot, j'étais pas pris dans les grands clubs, alors que mon père, moi, était footballeur professionnel. Donc, en fait, j'avais un peu cette image de cancre, tu vois, pendant les dîners de famille, qui m'a fait mal, je pense, tu vois. Ou quand on disait, bah alors Hugo, qu'est-ce que ça donne? Bon, Hugo, c'était un peu ça la réponse. Okay. Et je pense que, indirectement, sans m'en rendre compte, parce que t'es petit, ça m'a touché. Et en fait, j'ai eu mes parents ont eu la bonne idée, en fait, de me changer de ville quand j'ai redoublé ma 6e et de pas me faire redoubler dans le même collège.
j'ai changé de ville, j'étais à Landivisiau, je suis passé à Saint-Paul-de-Léon. Et là, en faisant le cross du collège dans ma deuxième, sixième, du coup, je suis repéré notamment par Philippe Corr sur l'athlétisme. Et là, en fait, j'ai un peu ma petite... c'est pas ma soupape de décompression, mais c'est un peu ce petit truc qui arrive et qui peut être mon monde, mon univers. Parce que j'avais la pression de mon père dans le foot, forcément, tu vois. T'as un père qui est footballeur, qui est très rigoureux, très discipliné, qui en plus a vécu un peu, tu sais, à l'époque de nos darons, c'est à la dure. Ton père était militaire, etc. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Moi, mon père, il a fait l'INF Vichy à l'époque, et pour te dire, la première année où il est arrivé, comme il était trop frêle, on lui a dit, tu vas pas toucher un ballon pendant 1 an, et tu vas aller courir avec un gilet lesté tous les matins. Tu sais, donc c'était l'armée, quoi, tu vois. Oh, wow. Et donc, toute cette génération-là, c'est à la dure, et c'est pas les plus souples. Nous, je pense qu'on est une génération, moi je le vois avec Marlon, un petit peu plus doux et un peu plus dans l'émotion. Quand eux l'étaient un peu moins. Donc forcément, il était très dur avec moi pour le foot. Et en fait, quand j'ai eu l'athlétisme qui est arrivé, c'est lui qui m'a poussé. Donc on est venu me chercher, on m'a dit putain, t'as du potentiel. Je gagnais le cross du collège haut la main. Mon coach d'athlé est arrivé, il m'a dit j'aimerais bien te proposer de venir essayer une séance avec nous. Et mon père m'a poussé justement. Il m'a dit vas-y. Tu vois, ça peut être c'est complémentaire avec le football. Et là, je l'ai toujours dit, ça a été pour moi une révélation. Et je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans l'athlétisme. Pour moi, ça a été l'école de la vie. Parce que, malgré tout, j'adore le football, j'ai toujours un pied dedans, etc. Mais tu es beaucoup plus sur un sport qui demande évidemment au niveau de la rigueur, de la discipline, mais d'un point de vue amateur, où c'est malgré tout un sport qui peut être un peu un sport de branleur, tu vois. Où tu vas vite venir te cacher derrière le gardien, derrière le défenseur qui n'a pas été bon, c'est jamais de ta faute, tu vois. Quand dans l'athlétisme, il y a une piste, il y a un chrono, c'est toi et le chrono, et c'est la même piste pour tout le monde, elle fait 400 mètres pour tout le monde, et si le mec te bat, c'est juste qu'il est plus fort que toi, tu vois. Et en fait, ça t'amène une forme d'humilité qui est hyper intéressante, parce que quand tu l'as très jeune comme ça dans ton processus d'apprentissage, bah ça t'apprend en fait... d'une, le goût de l'effort, et de deux, à pas te cacher, tu vois. Et moi, en plus, dans un truc où j'étais un peu... alors, heureusement, j'ai réussi à me rattraper après. J'ai eu un master, j'ai réussi, tu vois. C'est le seul redoublement que j'ai eu. Mais où tu peux justement fuir et te dire rien n'est pour moi, tu sais, et rentrer dans ce truc. Et ben en fait, je me suis confronté en fait à mes propres performances, à mes propres entraînements, aux propres sacrifices que j'étais capable de faire. Et tout ça, je pense que c'est venu en fait aider toutes les facettes de ma vie que j'étais en train de construire, tu vois. Et c'est fou comme des petits trucs comme ça, tu vois, via le sport, bah, peuvent t'amener autant de choses. Et il n'y a pas que ça, c'est pas que le sport en lui-même, c'est aussi, je le répète souvent, mais un de mes mentors qui était Philippe, que j'ai eu du coup pendant 7 ans, parce que j'ai fait 7 ans d'athlétisme à très bon niveau, qui était c'était une brute, quoi, tu vois. C'est le genre de mec qui peut être au GIGN où tu veux, et qui était champion du monde vétéran de 400 mètres, de saut en hauteur, de saut en longueur. Enfin, hyper explosif, assez sanguin et très dur dans son propre entraînement et dans l'entraînement qu'il impose, entre guillemets, ou qu'il propose à ses athlètes. Et en fait, ça, pareil, ça m'a forgé de ouf, tu vois. Quand t'as un mec qui te pousse au cul et qui t'apprend à aller encore plus loin que la souffrance et à te montrer que quand t'as l'impression que tu peux plus, bah, c'est là où la séance commence vraiment, tu vois. Et quand tu te dis que tu peux plus faire un tour de plus, bah, en fait, tu vas en faire deux de plus. Bah, tu sais, ça. Et c'est drôle parce que maintenant, tu vois, là, je suis un peu dans un cycle où je me remets un peu à la muscu et j'ai ce truc, tu vois, qui est resté. Où quand je m'entraîne, tu sais, ce one more, waouh, il me rend vivant et j'ai l'impression de revenir un peu à ça. Et dès que je l'ai pas pendant assez longtemps, il me manque un truc, tu sais, c'est comme un vide. C'est devenu une sorte de drogue et d'addiction, d'aller chercher ce petit supplément d'âme dans n'importe le truc, dans n'importe quel sport que je fasse. Et c'est intéressant. Et je le retrouve moins forcément avec le foot, où c'est plus dur de se mettre complètement à la ramasse avec le foot, tu vois. Ou avec un paddle. Enfin, c'est rare de se mettre à la ramasse avec un paddle. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est des sports qui sont beaucoup plus ludiques. Et c'est pour ça que j'ai une vraie appétence, moi, pour les sports qui sont durs, quoi. C'est pour ça que j'ai kiffé l'Ironman, les prépas d'Ironman, parce que c'est chiant, parce que c'est dur et parce que tu peux te mettre des ramasses complètes, tu vois. Et ouais, c'est assez drôle, mais ça m'a... Voilà un peu. La question, c'était le Hugo le Hugo à 10 ans. Voilà. Bon, on a fini le podcast. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai pour
habitude, malheureusement, d'être hyper investi dans les discussions, forcément, avec tous mes invités. Là, je t'avais parce dit que j'invite que des gens passionnants. Et du coup, juste avant de démarrer le podcast, j'ai dit à Hugo, je vais essayer de faire un truc que je ne fais jamais, c'est de ne pas t'interrompre. Parce que pour autant que j'ai envie de réagir sur chacune de ces fins de phrases, je pense que c'est bien plus précieux pour vous de l'entendre déballer, parler et explorer ça. Donc, je suis là, je me force à faire des... Et à ne pas parler. Est-ce vous qu'il va m'avez pas réagir entendu? Je crois que j'ai tenu 7 minutes, c'est bon. J'ai jamais tenu aussi longtemps. Les mecs en apnée. C'est tellement intéressant, mais comme quoi, voilà, je fais une incision, après je me retais pendant 25 minutes. C'est trop bien, mec. Ça a répondu à toutes les questions que j'avais sur le type d'enfance que tu as eu, le type de discipline dans laquelle tu as bercé, ce qui est constituant pour la personne que tu es devenue aussi. À 100%. C'était super touchant quand tu dis que ça a été une période difficile que tu as traversée aussi jeune. Tu penses que c'est la période la plus compliquée à laquelle tu as dû faire face dans ton enfance? Bah, en fait, j'ai vécu d'autres traumas, etc., tu vois, de mes proches, des suicides, des trucs comme ça, mais en fait, qui a vraiment impacté mon comportement à long terme et qui m'ait fait, qui a eu autant de répercussions à long terme, justement, sur l'homme que je suis aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Tu vois, avec un peu de recul. Parce qu'après, t'as des traumatismes qui peuvent t'arriver, de décès brutaux, de trucs comme ça. Mais, enfin, ça va pas 20 ans après, tu vas pas toujours être dans le trauma et t'as réussi à passer l'éponge. Ça, ce truc-là, je pense que c'est rentré complètement dans mon ADN à ce moment-là, tu vois. Et ça sera en moi jusqu'à la fin de ma vie, tu vois, cet épisode-là de la 6e. Et c'est pas que ça me traumatise encore, mais en plus de ça, ça a été une année très chaotique parce que j'avais des profils très compliqués dans ma classe qui m'ont... j'ai dû aller voir des psys à répétition après ça parce qu'ils m'ont vraiment perturbé. C'est des 2 enfants, dans l'occurrence, à l'époque, qui après sont partis il y en a un centre de redressement et l'autre, tu vois, dans une école spécialisée et qui se battait avec mes profs à l'époque dans la salle de classe. Enfin, c'était des grosses têtes brûlées, très. Et en fait, moi, j'étais peut-être un peu trop sensible et ça m'a complètement déstabilisé. Et c'est ce qui a fait que j'ai redoublé. C'est pas que j'étais mauvais à l'école, c'est qu'en fait, tout ça. Tous ces événements-là, j'étais sensible à l'environnement dans lequel j'étais, m'ont complètement déstabilisé, m'ont fait perdre tous mes repères, tu vois. Et à partir de là, du coup, bah, tu rentres dans une spirale qui est super négative parce que tu redoubles à cet âge-là, tu perds confiance, tu vas voir un psy et tu te dis, waouh, qu'est-ce que tu vois, t'as l'impression d'être un cancre, tu vois. Quand en plus, bah, t'es dans une famille où la performance tu vois, est mis un peu en exergue, où ton père a été sportif de haut niveau pendant toute sa carrière, où c'est plus ça qui était valorisé, moi, dans ma famille que d'être très bon à l'école, tu vois. Je venais pas d'une famille d'avocats, etc. Je venais d'une famille de sportifs, qui sont les meilleurs sportifs de la région, qui sont, tu vois. Donc, en fait, il y avait ce truc où, en plus de ça, bah, via le sport, ça marchait pas forcément parce que rien n'était aligné. Et puis, ouais, tu crées ce sorte de petit moment qui est un peu dur à passer à cet âge-là, tu vois. Quand on a conscience. Parce que je pense que quand t'es tout petit, t'en as pas encore trop conscience. Et encore, je dis ça, tu vois, j'ai mon fils maintenant, Marlon, qui a 6 ans et demi, qui est hyper alerte et je sais que même lui, des contre-performances au foot, je vois comme ça peut l'impacter et je me rends compte qu'en fait, même très tôt, tu peux avoir des petits pets comme ça, tu vois, qui te traumatisent si t'es trop dur, si tu viens trop appuyer sur des faiblesses et que ça peut te marquer, entre guillemets, à vie. C'est dur la responsabilité en tant que père d'avoir conscience de ça et de te dire que au ouais. moindre faux pas dans l'éducation de ton môme, tu peux arriver à créer un truc sans le vouloir qui va le fucked up pour des années sans doute. Exactement, c'est hard. Et moi, heureusement, j'ai Caro qui est hyper spirituelle et hyper bienveillante et hyper à l'écoute et qui arrive vachement bien en fait à prendre ce recul sur ses émotions, à essayer de comprendre comment est Marlon et à dire ok, à l'analyser, tu vois, elle lui fait des human design, des trucs comme ça et elle essaye de comprendre exactement, tu sais, comment il est, quelles sont ses réactions, pourquoi, sa sensibilité, tu sais, c'est une sensibilité qui est très féminine aussi de réussir à le saisir, tu vois, comme moi je suis un peu plus bourrin, un peu plus, tu vois, un peu plus brut et encore je suis pas un père qui est dur, tu vois, mais malgré tout. En plus, quand tu vois que ton fils a des qualités, qu'il est vif d'esprit, qu'il a des qualités footballistiques, que t'as envie de... Tu sais, tu peux vite, en fait, c'est là où c'est le danger. Heureusement, Caro, elle est là de temps en temps pour mettre le warning, répéter le schéma qu'on t'a imposé quand t'étais petit, tu vois, et faire la même chose. Et je me rends compte, par exemple, d'un truc, c'est que j'ai failli le faire encore dimanche dernier, c'est que j'ai souffert d'un truc quand j'étais petit, c'est que mon père, il disait jamais un mot pendant les matchs de foot. Donc il venait me voir au foot et il disait pas un mot. Par contre, si j'étais pas bon et que ça le saoulait, il dégageait du terrain. Donc en fait, il tournait autour du terrain pendant tout le
lui regarde le match avec les mains dans le dos et il tourne autour du terrain. La posture de daron. Exactement. Ouais. Et il tourne et il marche. Il faisait ses pas en même temps. Et de temps en temps, parfois au bout de 15 minutes, si j'étais pas rentré dans mon match et que j'étais à la ramasse, il se barrait. Et là, moi, mon œil, il était focus autour du terrain à chercher son approval, tu vois. Et à me dire, je veux son approbation, je veux que mon père soit fier de moi, tu vois. Et de temps en temps, au bout de 15 minutes, il s'était barré, donc je sais que c'était mort. Il était rentré à la maison et il allait plus voir le reste de mon match. Donc même si mon match était exceptionnel par la suite, ça servait à rien. Et ça, malgré tout, c'est un peu indirect, tu vois. Parce qu'en fait, il te crie pas dessus et il préfère partir plutôt que de crier dessus. Mais ça fait mal. Et moi, là, je vais au match de Marlon. Marlon, il a un truc, c'est que comme il est un peu hypersensible, de temps en temps, quand il y a beaucoup de bruit, une pression qui est trop forte, il a du mal à la gérer, il perd toutes ses qualités. Donc à l'entraînement, il est monstrueux. Mais dès que tu l'emmènes en match et qu'il y a un peu trop de pression et il maîtrise pas son environnement et son écosystème, il se fige et il fait plus rien. Et t'as l'impression que c'est un gamin presque qui, tu vois, il a peur de tout, etc. Et ça me rend fou, ça me bouffe parce que je connais ses capacités. Et du coup, j'ai envie de partir. Donc j'ai dit à Caro la dernière fois, je pars, vas-y. Et donc ce que je fais d'habitude, c'est que mon prétexte, c'est je dis je vais prendre un café. Il y a une cafétéria derrière. Et je reviens quasiment pas. Je reviens à la fin, comme ça j'ai rien vu. Parce que ça me bouffe de regarder. Il a 6 ans. C'est naze d'avoir ça. Et donc c'est Caro qui est là pour me rappeler, qui me dit oh, souffle, là, t'es en train de répéter le schéma, regarde. Oh, il a 6 ans, c'est pas grave, il est pas bon, il y aura d'autres matchs, il est tout petit, il va se passer des années. Enfin, tu vois, et c'est dur à faire comme travail, tu vois. Et c'est fou comme intuitivement, comme ça, tu viens répéter des schémas qu'on t'a imposés quand t'étais petit. Est-ce que tu parlais avec ton père après les matchs? Parce que qui est cette espèce de... c'est pas le mot violence, c'est peut-être pas très approprié, mais c'est quand même un peu impactant, tu vois, cette espèce de dialogue de sourds où tu sentais qu'il désapprouvait en partant littéralement, genre t'es pas digne que je t'accorde de l'intérêt en restant au bord du terrain. Je t'imagine petit en train de chercher ton père des yeux et tout. C'est vraiment dur. Tu parlais pas avec lui, mais du coup, est-ce que toi tu débriefes avec Marlon après et tu t'entretiens une communication là-dessus? Là-dedans. Ok. Je suis beaucoup plus dans... Je peux être un peu rude au départ et après, pareil, je me dis attends. Prends un peu de, tu vois, j'ai ce truc en fait de zoom in, zoom out que j'ai appris à faire avec le business notamment, tu vois, où prends toujours du recul sur la situation et du coup je l'applique un peu à ma manière d'éduquer Marlon aussi et j'essaye maintenant de sortir un peu du scope. Quand je suis un peu trop pris par mes émotions et par mon truc, je me dis attends. Wow, tu vois. En plus, il y a un vrai problème, c'est ce projet Mbappé là et je le vois avec plein de parents. Je te jure, c'est un vrai fléau. Il y a des parents qui sont complètement givrés, quoi. Tu vois, il y a certains parents qui mettent des pressions à leur gamin à 5-6 ans. Tu dis, t'es en train de le détruire, le petit, tu vois. Quand tu vois la probabilité qu'il devienne pro à l'arrivée, enfin, c'est peanuts, quoi. Il y en a un sur 40 000 qui deviendra pro. Et à Mbappé, il y en a un tous les 15 ans. Tu vois. Et ils viennent te dire, tu rentres dans la voiture maintenant. Tu vois, le petit, il a juste mal joué au foot, quoi. Il a 5 ans. Tais-toi, c'est fini. Tu prends tes chaussures, tu dégages. Tu dis, putain. Et quand je le vois, ça me fait mal au cœur parce que je me dis c'est pas normal. Et en même temps, c'est pas que je le comprends, mais je comprends d'où ça peut venir. Tu vois? Parce que moi-même, je peux avoir ce truc de m'énerver contre Marlon alors qu'il a 6 ans parce qu'il a mal joué et qu'il a pas été à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Et c'est là où il faut avoir en fait un peu cette maturité de te dire oh, on prend du recul, on souffle. Il a 6 ans, c'est pas grave. Puis demain, il peut arrêter le foot, c'est pas grave. Tu peux avoir du talent dans un truc. C'est juste, en fait, ce qui est frustrant, c'est de voir quand ton fils, il a du talent, il a un vrai truc, tu vois, il a cette fibre en lui. Parce qu'en plus, ses 2 grands-pères étaient footballeurs. Le père de Caro était footballeur professionnel aussi. Ah, je savais pas. Ouais, il a 2 grands-pères qui étaient footballeurs pro, tu vois. Oh, wow. Et tu sens qu'il a quelque chose. Mais après, c'est trop petit. Il y en a plein, des enfants qui ont quelque chose, tu vois. Et puis, si demain, il décide d'être artiste peintre, je serais très heureux pour lui. Mais quand tu passes du temps, de l'énergie, et moi, j'en ai fait un peu. J'en ai pas fait ma priorité, mais en fait, c'est un peu mon moment, tu vois. Tu sais, en tant que papa, c'est mon monde à moi. Il a ses moments avec Caro, où tu vois, par exemple, Caro, elle a un mur avec des cristaux, il recharge les cristaux quand c'est la pleine lune, tu sais. Il a ce moment un peu spirituel avec sa mère, c'est ses moments. Moi, mon moment avec Marlon, c'est le football. C'est ce qu'on partage. Il joue au foot du soir au matin. Dès que je rentre à la maison, c'est papa, on joue au foot. Donne-moi des conseils. Tu sais, donc t'es pris dans le truc. Papa, s'il te plaît, viens me voir à l'entraînement. Donc je prends de mon temps et je décale plein de calls pour aller le voir 2 fois par semaine à l'entraînement quand je suis à la maison. Ouais. Donc forcément, quand t'es en match, t'as envie que ça paye. Tu sais, t'as ce rapport temps que t'as passé. Alors qu'en soi, c'est biaisé. Ce que je devrais me dire, c'est je m'en fous que ça paye. C'est du temps que je passe avec mon fils et comme je pourrais jouer au Lego, tu vois.
Mais le truc, il est un peu biaisé parce que forcément, comme on réfléchit, tu vois comment on est, on se dit, bon, bah, temps passé, talent, performance, faut que ça paye. Tu vois? Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que éventuellement, je me mets pas à ta place, mais tu m'as dit que tu avais fait beaucoup de foot petit. Ouais. Est-ce que c'est un regret pour toi de ne pas avoir percé à haut niveau dans le foot? Et du coup, tu te dis, moi, j'étais à ça. Ouais. Lui, peut-être qu'il peut y arriver. Donc, Ouais. allez, je transfère un peu. Ouais, je pense aussi, forcément, il y a un peu de ça. Sachant qu'en plus, je vois qu'il a il a ce qui m'a manqué, je pense. En fait, moi, ce qui m'a manqué, c'est que j'étais un très bon joueur techniquement, mais j'ai toujours été incapable d'avoir la science du football. Ça veut dire que je pense pas être teubé, et je suis assez intuitif dans plein de choses que je fais, mais sur le terrain, j'avais tout le temps un train de retard. Ça veut dire que dans mon placement, j'ai jamais réussi, et toujours aujourd'hui, je suis un peu plus mature et je me déplace mieux sur le terrain aujourd'hui, mais j'ai toujours eu ce truc où t'as des joueurs, quand ils se déplacent, ils sentent le football, tu vois, ça va là, il y a cette sorte de truc un peu mouvant, tu te dis, ouais, c'est beau, tu sais, c'est un ballet d'un danseur, ça vient, il va dans l'espace, il revient, il repart, et moi, j'étais tout le temps, oh, mais trop tard, tu vois. Je sais pas trop comment l'expliquer, tu vois. Je pense que, pareil, il aurait peut-être fallu que plus vite j'intègre je pense que quand tu intègres un centre de formation plus rapidement et que tu comprends vraiment, tu vois, les schémas tactiques et comment se déplace un bon numéro 6, etc., tu l'as. Moi, c'est arrivé trop sur le tard et j'en ai toujours un peu souffert. Parce que j'ai pas pu mettre à bon profit mes qualités techniques et physiques, parce que j'ai des qualités physiques d'endurance, je suis un mec qui avait 3 poumons, qui était capable de courir. Mais je courais dans le vent. Donc en fait, ça servait à rien. Et ça m'a limité de ouf. Et de voir que Marlon, déjà à son âge, il est très intelligent dans sa qualité de déplacement, plus que les autres enfants de son âge, tu vois. Il a déjà cette science du déplacement où il comprend vite que, en fait, le jeu est là, je vais me déplacer comme ça pour aller faire un appel. Que moi, même à 22 ans, j'avais toujours pas. Forcément, tu te dis, ah, il a mes qualités techniques, entre guillemets. En plus de ça, il a des qualités tactiques. Tu te dis, ah, il peut faire quelque chose. Et puis j'ai mon père qui est derrière et qui me dit, qui voit, lui, qui est toujours dans le milieu du foot, qui voit Marlon évoluer, qui voit aussi d'autres enfants qu'il a dans des petits centres, etc., où il est en Bretagne, et qui me dit surveillons-le parce qu'il y a vraiment quelque chose, tu vois. Donc tu te prends au jeu, mais c'est pas une bonne idée. C'est marrant, tu vois, la poésie que tu déploies en parlant du football, qui est moi, la seule fois où j'ai joué au foot, c'est, tu le sais, mon père était militaire, donc j'ai déménagé, pareil que toi, j'ai déménagé 14 fois avant d'avoir mon bac, tu vois. Donc j'ai fait toutes les villes de France et de Navarre. Et en arrivant en Corse, j'ai joué 1 an au foot, parce que c'était 98, donc du monde. Oui, voilà, on était tous piqués, donc et j'ai joué 1 an. Et avec un maillot de Zidane. En Corse, c'était bagarre générale à chaque match. Ça m'a dégoûté du foot. J'ai dit, OK, en fait, on joue pas au foot, on vient pour se taper dessus, tu vois. Et j'ai jamais rejoué, alors que j'aimais bien ça, mais jamais, au grand jamais. Pourtant, tu vois, je prends quand même pas mal de recul sur toutes mes pratiques sportives et tout. Et clairement, de façon, je suis coupable, hein. Le foot, j'ai jamais soupçonné qu'il puisse y avoir une telle subtilité et une telle intelligence situationnelle, spatiale, communicationnelle avec ton équipe et tout. Et c'est la première fois que j'entends quelqu'un. Je suis trop content de t'avoir laissé parler là-dessus. Tu vois, parler avec autant de finesse et autant de recul sur un milieu qui m'est totalement étranger. Et c'est passionnant de t'entendre en parler comme ça. Et en plus, après, tu sais, quand tu commences à mettre un peu le nez dedans, t'as des joueurs qui sont des génies absolus. Tu regardes un Messi sur un terrain de foot, on est au-delà du football. C'est l'intelligence de jeu, en fait, qui est stratosphérique, la vision de jeu, de voir des choses que d'autres ne voient pas, tu vois. De voir 3 niveaux derrière, que lui va faire ça, il va revenir là, je vais me déplacer là, et je vais la mettre comme ça sans regarder. Tu vois des trucs, c'est de l'art. Je t'enverrai, si tu veux, des compiles parce que Marlon, il arrête pas de regarder. En fait, j'ai remis un peu le nez dedans, tu vois. À chaque fois qu'il a le droit d'aller sur YouTube, c'est compile de Messi, de Thiago Alcantara, de joueurs comme ça. Et moi, en plus, de Toni Kroos, qui sont des joueurs, des numéros 6, tu vois, ou des numéros 10, très intelligents. Avec cette vision de jeu stratosphérique. Même des Iniesta, Xavi à l'époque de Barça. C'est de l'art. C'est pas juste contrôle, passe, but. C'est des joueurs qui respirent le football et qui ont une sorte de... C'est un peu comme comment on appelle ça en littérature, le narrateur omniscient, là, tu sais, qui voit tout. C'est ça. Le mec, il est là, et en fait, il a vu des trucs que même toi, en tant que téléspectateur, ou mec qui est devant ta télé, t'as pas vu. Alors qu'il est sur le terrain. C'est fou. Et quand tu commences à lire le football comme ça, moi, je l'ai fait un peu grâce à mon père. Tu vois, c'est pour ça que j'ai été initié à avoir cette subtilité et cette sensibilité sur le football. C'est que mon père a
très bon œil sur le foot. Il est détecteur pour plein de clubs pro, toujours aujourd'hui, etc., pour aller voir des joueurs. Et très rapidement, il sait un joueur ou non. Et ce qui est très drôle, c'est que toi, par exemple, sans avoir l'œil, tu vas venir voir un joueur et tu vas dire, oh, lui, il est énorme. Lui, il va dire, pff, parce qu'il a claqué 3 buts, il en a dribblé 5, etc. Et moi, j'ai vu mon père, de temps en temps, aller voir 90 minutes un joueur. Le mec touche pas un caramel, pas un ballon, personne lui fait de passe. Tu te dis, bah, il fait un contrôle, un déplacement, il dit, c'est bon. C'est fou. C'est dingue. Parce qu'en fait, sur un truc, tu dis, oh là, il y a un truc spécial. Il vient de faire un truc là qu'aucun des autres joueurs et qu'aucun mec n'est capable de faire. Et tu sais que du coup, ce mec-là, tu vas pouvoir l'emmener plus loin. Quand l'autre qui marque 50 buts, il est déjà à son plein potentiel, il est à son taquet, il se passera rien d'autre. Et quand il aura moins de réussite, bah, ça fera un joueur moyen. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, tu vois le football différemment sur des gestes, sur des contrôles, sur, tu vois, sur un déplacement où tu dis, oula, tu vois. Et ça change complètement ta physiologie, ta vision du football. Et c'est pour ça que moi, quand je regarde le foot maintenant, j'adore le regarder et je peux pas le regarder au PMU, tu vois. Comme mon père, c'est impossible. Parce que tu dis, putain, les mecs, ils parlent de trucs, ils connaissent rien, quoi. Tu vois? Ils sont là, oh, il est nul. Sauf qu'ils ont pas vu que le mec, il a fait un déplacement de 40 mètres avant pour aller, pour venir couper, tu vois, pas pour venir couper, mais sans toucher le ballon, mais pour boucher le, tu vois, l'angle et éviter au mec qui fasse la passe. Ça, ils le voient pas. Ils vont voir le contrôle un peu raté, etc. Et quand tu lis le football un peu comme ça, après, c'est complètement différent. C'est ce que j'allais dire, tu vois. C'est adorable, mais t'auras beau m'envoyer toutes les compiles au monde, ouais. Je verrai jamais la même chose que toi. Et c'est pareil, jamais. Peut-être pour les arts martiaux. Tu vas regarder les arts martiaux, un combat de MMA, tu vas pas du tout le regarder comme moi, qui suis novice et qui connais pas grand-chose. Et tu vas dire, ouah, t'as vu ce qu'il a fait? Je vais dire, bah, il s'est mis au sol. Ou tu vois, moi je vais être époustouflé par un uppercut qui vient casser une mâchoire, quand toi ça va être une clé de bras super subtile ou alors un mouvement en BJJ ou juste avec un truc, tu vois. Ou juste un déplacement comme tu disais, comme dans le foot, juste un cadrage, juste l'angle, comment tu vas couper la zone et tout genre. Et ben c'est exactement pareil. C'est pour ça que j'adore, tu vois, on parlait de la rentabilité des podcasts qui sont un format qui marche pas forcément toujours sur YouTube et tout. Ouais. C'est pour ça que je continuerai sans doute à faire ça parce que c'est passionnant pour moi ouais. de parler avec des gens qui sont experts sur le papier ou même ont une sensibilité à un niveau qui est poussé à l'expertise parce que j'apprends toujours des trucs et que la question que je pose souvent c'est qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas parce que tu vois avec tes yeux des trucs qui te paraissent normaux et moi ça ne rentre même pas dans mon cortex de perception. Quand je parle avec Nicolas Haute, tu vois mon pote Nico qui coach Nassourdine et tout, c'est ça. C'est-à-dire que c'est du Mozart en action, je le laisse parler et juste je vois comment son œil, son analyse et tout déploie des trucs que mes oreilles, mes yeux et tout ne perçoivent même pas. Et c'est magnifique. C'est du miel. C'est exactement ça. C'est du miel. Et dans tous les sports, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il y a peu de sports où, enfin, tu vas parler à des mecs dans le golf, c'est la même chose. Alors que n'importe quel mec va dire, il prend un club et il tape dans une balle. Mais pas du tout, mon pote. Il y a des trucs, il y a certains mecs où, en fait, juste un mouvement, tu vas dire, wow. Tu sais, tu peux presque bander devant, tu vois. Non, mais c'est la vérité. Et c'est fou. C'est ce que j'aime, moi, avec le sport. Et il y a trop de gens, tu sais, parce que c'est normal, ils sont pas nés dans les mêmes circuits que nous, et ils ont pas eu cette initiation très, très tôt à ça, et ils s'y passionnent pas, mais qui voient le sport comme simplement un truc où tu te dépenses, tu passes du temps. Mais c'est de l'art, c'est de la science, tu vois. Et c'est ce que j'aime aussi dans la musculation aujourd'hui, parce que c'est un truc où j'ai jamais pris trop le temps, mais même la musculation, le bodybuilding, la science de l'entraînement, putain, ça me passionne de côtoyer des mecs comme toi, comme Nevin, etc., d'apprendre à vos côtés et de me rendre compte qu'en fait, quand tu maîtrises parfaitement tes amplitudes, tes angles, l'anatomie, quand tu comprends exactement quel muscle tu travailles, quand tu comprends exactement comment ton corps fonctionne, la science de la nutrition, de l'entraînement, mais c'est exceptionnel, c'est de l'art aussi, tu vois. C'est de la science, mais c'est de l'art. Parce que et c'est un truc aussi où, sur le bodybuilding, la plupart des mecs, moi, à qui je vais en parler, tu vois, ils vont dire, le bodybuilding, les mecs à Olympia, ils vont dire, avec leur string, là, faire des poses. Et moi, je suis émerveillé devant des mecs comme ça. Je dis, putain, la qualité d'entraînement, le sacrifice, la nutrition, ce qu'ils sont capables ces athlètes-là de mettre à profit, c'est mais stratosphérique. C'est encore plus que des footballeurs qui sont à leur prime. On parle et c'est pour ça que, tu vois, j'ai toujours eu, en fait, pour tous les sports, il n'y en a aucun que j'ai jamais dénigré, où je me suis dit, j'ai un profond respect pour tous les athlètes de haut niveau, peu importe leur sport,
Parce que pour moi, quand tu arrives à maîtriser et à être au sommet de ton art dans n'importe quel sport, eh ben, je comprends le sens, le sacrifice qu'il y a, l'art et la science qu'il y a derrière. T'as retrouvé ça dans l'athlé? Je suis curieux. Cette finesse, en tout cas, cette richesse de couches successives de techniques, de sciences, d'analyse et tout? Pas directement, parce que moi, j'étais sur du demi-fond. Ok, c'est la question que j'allais te poser. Ce que t'avais fait. J'ai commencé sur du 1000 mètres, après j'ai fait du 1500, du 800, et c'est un truc, cette finesse-là, tu l'as beaucoup plus sur du saut en hauteur, du saut en longueur, des travails de pied, des haies, travail de haies, tac, 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 boum, tac, 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 boum. C'est exceptionnel. Tu vois des mecs, j'avais fait Danse avec les stars avec Ladji Doucouré, tu vois. Quand tu vois Ladji à son prime faire les trucs, ça se joue au millimètre, à la microseconde, c'est l'impact du pied c'est exceptionnel. Sur du demi-fond, tu l'as un peu moins, forcément, t'es sur du travail, mais malgré tout, t'as du travail de PPG, t'as du travail de musculation, t'as tout un tas de briques qui viennent s'imprégner, et c'est pas juste de faire du volume, de l'endurance qui fait que tu deviens performant. C'est tout un tas de petites choses que tu viens compiler et qui font de toi quelqu'un de performant. Donc, j'y ai goûté via la préparation physique orientée que j'ai pu faire et générale que j'ai pu faire à travers l'athlétisme, et le fait d'avoir goûté à toutes les disciplines. Le saut à la perche, c'est pareil, c'est tellement, tu vois, mais un peu moins à travers du 1500. 1500, c'est toi, tes tripes, la ligne, le coup de pétard et tout l'entraînement que t'as mis avant. Il y a un peu de science tactique, mais malgré tout, c'est assez bourrin parce que tu bombardes pendant 4 tours et demi comme un connard, quoi. Qu'est-ce que c'est dur. Pour l'avoir fait un tout petit peu et jamais en compétition, l'athlé, c'est tellement... C'était quoi ta distance ou ta discipline préférée? Moi, c'était le 1000 mètres. Sur 1000 mètres, j'étais 3e meilleure performance française pendant 1 an. Ce qui nous donne du quoi j'étais minime première année et je faisais 2,50. Ouais. J'étais très jeune, je venais de commencer l'athlé. Oh, wow. Ouais, je galopais. Mais il fallait voir mon physique aussi, hein. On m'appelait le Kenyan blanc. Ah ouais. T'étais tout gaze? Tout gaze. C'est là qu'on se rend compte de l'aspect stratosphérique de la performance du 3,28 de Mehdi Bala sur le 1500. Ou même à Jimmy Gressier aujourd'hui, tu vois. Les mecs, maintenant, franchement, ça me fait halluciner. Et c'est un peu, c'est un sujet aussi qui est important parce que maintenant, avec ce délire de Strava et de tout le monde qui compare ses perfs, moi, je le vois avec ma communauté, il y a quand même, ça crée quand même des dissonances et ça crée pas mal de frustration parce que les gens ont l'impression de jamais être à la hauteur. Donc, en fait, et ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est des perfs qui veulent plus rien dire, qui sont même plus atteignables. On parle de mecs qui sont, c'est des God's gift, quoi. Et pareil, il y en a un tous les 10 ans. Et en fait, on vient se comparer à ça parce qu'on se dit, regarde les sorties de Jimmy Gressier, regarde les sorties de ces mecs-là, regarde les Kenyans ce qu'ils font. Attends, on parle de mecs qui sont capables de courir le marathon en moins de 2 heures maintenant, quoi. T'as déjà essayé sur un tapis Kipchoge de prendre de faire le pace qu'il a et de le tenir? J'allais te le dire, souvenir d'enfance avec mon père et mon petit frère. On part il y a 20 ans sur le marathon de Paris. Au 22e kilomètre, on va à Porte Dauphine et on va voir passer les Kenyans. Tu vois, je dis les Kenyans parce que évidemment, il y avait peut-être un Éthiopien dans le lot. Il y avait un mec qui était de Djibouti et qui était à la Légion, mais bon. Et tous les autres, c'est des Kenyans. Et du coup, on les voit passer. Ouais. Le peloton de tête. On se dit, et tu sais, à un endroit un peu à la sortie du bois de Boulogne, là où il n'y a pas trop de barrières. Ouais. C'est un peu l'endroit où il n'y a pas de fans parce que c'est malhabile pour être retour et tout. Et on se dit, vas-y, on enquille. Ouais. Comme des cons. Ouais, vous on part. Couru. Mon père, c'est à l'époque, mon père, ça n'a jamais été un grand sportif, tu vois, militaire. Il s'entraînait pour maintenir la machine en forme. Mais on faisait, avec mon père, traditionnellement, on faisait un petit footing de 10 bornes tous les dimanches, tu vois. Famille, tranquille. On part. Moi, j'avais 18 ans, donc j'étais en prépa, je bossais toute la journée et tout, mais je préparais Saint-Cyr en même temps, donc je taffais un peu le cardio à mon humble niveau de l'époque. Ouais. On part, mon père, il décroche au bout de, 200 mètres. Mon frère, il lâche 20 secondes après. Moi, j'essaye de tenir. Ils me prennent 5, 10, 15, 20 mètres. Je crois que j'ai dû tenir en vrai. Ça m'a paru comme 3 minutes, mais en vrai, je pense que j'ai dû tenir 1 minute 10. Et alors qu'il faisait 42. Voilà. Et je m'arrête, je fais « Oh putain !» Et là, je sens un truc. Douleur, genre je me suis quasiment fait un tendon d'Achille et mon père il s'est fait un ischio. Oh la vache, alors on était parti à froid et tout machin, tu vois, mais c'est un sprint. Les gens ne se rendent pas compte. Et quand juste avant qu'on les voit passer et tout, on était là, ouais ça court vite quand même et tout, mais tu dis bon,
sais, ils sont tellement dans leur flow et en fait, ils sont tellement à l'aise et dans leur zone de génie musculairement, en termes de génétique et tout, qu'ils sont faits pour ce moment-là. Et on a l'impression que c'est quoi. facile. Et tu Ça dis, ouais, paraît presque et là, facile, t'essayes d'enquiller derrière et tu fais, oh. Et effectivement, la vidéo où tu vois les gens qui essayent de reproduire le pace de Kipchoge et qui Ils se cassent la gueule ils se pètent la direct. gueule direct, ils se pètent tiennent la même gueule pas sur le direct tapis. ils tiennent pas. C'est incroyable. Qui fait 42 km à cette allure-là. T'imagines? Ouais, c'est incroyable. C'est comme en vélo, quand tu regardes Mathieu Van Der Poel, les Pogacar, etc. Moi qui fais un peu de vélo avec, tu sais, mes entraînements Ironman et tout, quand je vois les watts qu'ils déploient sur des Tours de France et tout, je dis mais c'est hors norme. Et pourtant, je pense être un athlète, tu vois, plutôt doué, qui a des prédispositions, qui a une bonne VO2 max, etc. Mais je suis mais 40 niveaux derrière. Alors, et c'est le problème, c'est qu'en fait, du coup, c'est pas un problème parce qu'heureusement, tant mieux qu'il y ait des mecs comme ça et pour l'entertainment, etc., c'est exceptionnel. Et même pour le sport et tout. Mais quand tu commences, et ben en fait, t'es vite, tu sais, un peu comparé à ça, tu vois. On va dire, ah, des mecs comme Pogacar, ils font ça alors que toi, t'as pris le vélo et t'as mis 110 watts. Oui, mais frérot, comparons ce qui est comparable, tu vois. C'est incroyable. Et je te jure qu'il y a plein de gens qui en souffrent parce que du coup, c'est un peu la course maintenant à la perf où tout le monde met ses Strava. Les mecs qui sont super chauds, tu vois, vont mettre leur footing récup à 3,50 du kilo. Easy run, oui. enfoiré. Enfin, oui. on voit, enculé. Et c'est pareil, je suis coupable parce que quand j'étais pris dans ce game-là, et ben t'es le premier en fait à faire le concours de celui qui a la plus grosse et de dire, ah bah attends, là j'ai fait une bonne perf, j'en suis fier, je l'affiche. Et sauf qu'en fait, tu viens créer une frustration de ouf chez les mecs qui commencent et qui débutent et qui se disent, bah je vais jamais afficher mes perfs, je vais me faire en cachette. Alors qu'en vrai, peu importe ton temps, c'est ce que je dis tout le temps avec mon truc un peu indabang, c'est peu importe le nombre de kilomètres, le temps que tu fais, le but c'est juste de se mettre en action. On en a rien à péter, à part si t'es athlète de haut niveau, mais on s'en fout du chrono. C'est que de l'ego trip, tu sais. Et c'est ça qui est un peu chiant maintenant à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est vraiment rentré dans ce truc où tu fais plus du sport pour te faire du bien et pour évoluer et venir influer de manière positive toutes les facettes de ta vie. Tu le fais pour prouver quelque chose à d'autres et montrer aux autres que moi aussi je peux y arriver. Tu sais, il y a cette sorte de, pas d'amertume, mais de truc un peu, tu sais, revanchard de je vais vous montrer que je suis pas une merde. Et c'est nul. L'essence même du sport, ça doit pas être ça. Ça doit pas être tu vois, un truc où tu viens exorciser ton manque de reconnaissance. Ça doit être un truc qui crée de l'endorphine, tu sais, de la sérotonine qui te rend heureux, apaisé, qui te fait même pas regarder ton chrono et qui te fait sociabiliser. C'est un peu le pendant du truc. Et je te dis, j'en suis responsable parce que je suis sur les réseaux, parce que comme un connard, j'affiche mes perfs, parce que je suis là à dire sub one sur Irox, parce que tu vois. Mais ça fait partie du jeu parce que tu te dis je mets du temps à l'ouvrage, tu vois, j'y accorde de l'importance, donc j'ai envie d'avoir des perfs et j'ai envie de les afficher parce que j'estime que j'y ai mis mes tripes. Parlons de l'Irox. Surtout pour toi, demain matin 8h t'y es. J'allais t'amener sur autre chose, mais c'est pas mal qu'on en parle. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est un tsunami là qui est en train de prendre. Ouais. C'est-à-dire que moi, littéralement, il y a 6 mois, mon frère m'envoie un message en mode ouais mon gros j'ai vu ça avait l'air stylé, on se ferait pas un truc entre frérots, on se fait un format et tout, et littéralement coupable. Je lui ai répondu ouais tu sais moi les trucs un peu phénomène de mode avec tous les moutons qui suivent c'est pas ma cam, tu sais bien, donc je vais un peu laisser passer la vague et tout bien. Et il y a une semaine je fais une vidéo avec Alan Kao, champion du monde de la discipline, et la veille j'ai pris une place qu'on m'a envoyée et je viens de m'inscrire et c'est demain matin et genre ça n'a aucun sens, tu vois. En plus, j'ai vu ça à 8h que tu passes. Tu sais que ça me fait plus chier. Tu vas finir le podcast, tu vas aller te coucher. Non, ça me fait plus chier, en vrai, en termes de perf, de courir à cette heure-là que de courir tout court. C'est-à-dire que tu m'aurais dit, bon, il y a 2 places, une à 8h en open, une à 14h en pro. Je sais pas si je l'aurais pas fait en pro à 14h. Parce qu'en vrai, pour mon rythme circadien, moi qui suis pas du matin et surtout qui n'ai pas l'habitude de perfer le matin, 8h, il va falloir que je me mette une grande tarte à 6, 300 mg de caféine et que je me fasse pas caca dessus sur la ligne de départ. Ça va être n'importe quoi. Parle de ton aventure avec l'Irox qui est un peu plus avancée que la mienne, mais... encore, j'en ai fait que 2. Hein. En fait, moi, c'est un sport qui me va... Enfin, une discipline... Je sais pas si c'est un sport, au final, c'est je sais même pas comment l'appeler, un format, compétition qui me va bien parce que j'ai cette envie, tu sais, de continuer la muscu parce que j'aime fondamentalement ça. Et j'ai vraiment ce truc d'où l'hypertrophie, gagner en puissance, me sentir, me sentir fort et puissant. Et j'ai encore beaucoup de steps à passer parce que je me sens pas encore assez puissant et j'ai justement envie de venir combler ça. Je te coupe, mais c'est pour la bonne cause. Est-ce que t'as pas un petit
syndrome de l'imposteur là-dessus. Parce que quand je te vois poster tes stories, Ouais. j'ai toujours l'impression de voir un athlète exceptionnel qui s'excuse de pas être au niveau. Ouais. Alors que, mec, enfin, je suis personne pour le dire, t'as un physique qui est incroyable. Je pense que t'as le physique en vrai, si on est réaliste. Même moi, parfois, je me dis, putain, il est tanké le con, tu vois. Alors que je te connais, on s'est vu, on s'est entraîné ensemble et tout. Tu vois, même moi, je suis en mode, je m'irrine, tu vois. Et pour autant, parfois, j'ai l'impression que tu dis, ouais, que tu te mets dans un personnage un peu en mode, ouais, je suis pas assez buff, il faut Ouais. que je prenne et tout. Ouais. Comme si tu t'excusais de pas être au niveau de tes ambitions. Ouais, vraiment. Ah, je l'ai, hein, complètement. C'est dingue. Bah ouais. Bah pourquoi? Parce que je pense que c'est pareil, c'est le problème des réseaux, c'est qu'en fait, j'ai commencé à suivre des Australiens et des machins et des influenceurs US fitness qui qui ont 2 fois plus de tours de bras que moi, qui ont des dos super striés, qui ont des jambes qui sont super équilibrées, qui ont des physiques de malades mentaux, et qu'en fait bah je me compare à ça et que je me dis bah je suis pas encore à la hauteur, tu vois. Et que bah en fait au lieu de voir tu vois j'ai la chance d'avoir les abs qui sortent super bien, tu vois, d'être très saillant et d'être très veineux et fibreux très rapidement. Mais je sais que j'ai un dos qui me convient pas, etc. Et en fait, je fais des focus là-dessus. Et donc, je me dis, bah non, j'ai un dos de merde. Et je me dis quoi? Je me dis, bah, quand je suis en t-shirt, on se dit que c'est un mec qui fait même pas de muscu. Je me dis, quand je suis torse nu, oui, on se dit, les gens me regardent. Et je suis à la plage, on se dit, putain, il a un torse, tu vois. Les pecs sont super bien dessinés. J'ai des abs de ouf, je suis bien. Mais j'ai toujours ce truc de me dire, bah, putain, je vais en t-shirt, je vais au resto. Personne se dit, ce mec-là, c'est un vrai sportif. Parce que c'est ma génétique, c'est ma morpho, et que j'ai pas envie de faire une prise de masse de zinzin et de devenir un gros bulky, et que mon physique me va bien. Mais t'es toujours un peu dans ce truc de se dire, tu vois, de focus sur les choses qui va pas, plus que focus sur le fait de, putain, j'ai de la chance d'avoir déjà un beau physique. Et donc, évidemment, je me dis, tu sais, j'ai beaucoup de gens sur les réseaux, j'ai des mecs qui sont 3 fois plus balèzes que moi qui me suivent, j'ai des mecs du milieu du fitness comme toi qui me suivent, et en fait, j'ai toujours ce truc, quand je poste des stories, de me dire, de réfléchir et de me dire, je vais pas faire trop le beau parce que potentiellement, j'ai des mecs IFBB Pro ou des coachs de ouf qui me suivent, et si je commence à faire le malin en mode, ouais, je suis frais, ils vont se dire, ouais, frérot, t'es frais, mais t'as pas de dos, t'as pas de canne, t'as des mollets de coq, tu vois, alors que la vérité, c'est que 99% des gens qui me regardent se disent putain, quel physique, c'est mon goal, j'ai trop envie de devenir comme toi. Mais dans ma perception, c'est frime pas trop parce que t'as encore du chemin à faire, mon pote. C'est fou comme tout ça est drivé par les insécurités de 100%. tous ceux qui commentent, en fait. 100%. Genre, littéralement, moi, il m'a fallu un moment pour comprendre que tous les gens qui prenaient du temps dans leur journée pour écrire quelque chose de négatif sur un de tes contenus, c'est que forcément, ils étaient en souffrance ou en insécurité sur un truc. 100%. Et du coup, c'est dingue, mais ça ne m'atteint plus. Parce que c'est fort. je serais jamais parfait, je serais jamais plus musclé que tout le monde, j'aurais jamais une meilleure VO2 max, je serais jamais plus intelligent, plus successful, plus riche et tout. Et c'est OK, en fait. Et donc, le reste, c'est que du kiff. Parce que je monte mes petits curseurs, je me fais kiffer, je monte d'un truc, je mets en pause, tu vois, je priorise ma prépa physique comme je veux et tout. C'est juste un jeu, en fait. Et de toute façon, la fin de la partie, c'est la même pour tout le monde. On va tous crever, on le sait. Et malgré ça, t'as un mec qui se... Ouais, d'accord, mais t'as pas de mollet. Tu sais, genre... Ouais, je sais. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est pas les commentaires, parce que les commentaires, j'en ai eu des méchants depuis très longtemps, depuis que je suis dans le game. Les commentaires, ça me fait plus rien. C'est juste, en fait, ma propre perception où je vais chercher de la légitimité dans le milieu du fitness. En fait, je suis allé en chercher sur le business. Et pour le business, il fallait que j'arrive à faire des millions avec ma boîte pour me sentir légitime et dire que j'ai une vraie marque qui marche. Je l'ai fait. Et du coup, je me dis maintenant, je suis un entrepreneur et j'arrive à le clamer et à faire des podcasts très business comme Génération Do It Yourself sans syndrome de l'imposteur et sans me dire qui suis-je pour venir, parce que je l'ai prouvé, j'ai fait des millions avec, on a fait des perfs de fou, j'ai monté une super boîte qui continue d'évoluer et qui est géniale. Mais dans le fitness, j'ai pas encore débloqué ce truc-là et j'ai l'impression que pour pouvoir être légitime, eh ben j'ai besoin d'atteindre un certain stade qui est débile en fait, tu vois, et de me dire j'ai ce physique-là, là je peux parler. Mais c'est marrant. Comme un peu ce million que t'as tapé dans le business où tu te dis là c'est bon, je peux le faire. Et ben c'est pareil avec mon physique où je me dis il y a un moment donné, et ça se trouve ça arrivera jamais parce qu'il y a toujours plus haut, il y a toujours plus fort. Si tu te compares à ces bumps, tu vas pouvoir ramer mon pote avant de te sentir légitime, tu vois. Mais je sais que j'ai ce truc-là. Je me suis dit la même chose avec l'Aerox. Là, je me suis dit, attends, est-ce que je vais vraiment le faire torse nu? Genre, est-ce qu'il faut pas que humblement j'essaie de faire un temps pas dégueulasse avec un t-shirt pour une fois que j'aurais fait un sub 1h15, je sais pas quoi. Là, je pourrais dire, bon, c'est bon, je suis vraiment en train de faire les Aerox, donc là, j'ai le droit de me mettre torse nu. C'est naze. T'as une belle plastique, t'en es fier, tu te mets torse nu, tu kiffes, tu vois. T'as envie d'avoir du contenu. En vrai, on devrait même pas se poser la question.
Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'images, il y a tellement de réflexions, il y a tellement de jugements aussi. Ah, mais laisse tomber. Enfin, c'est... J'allais partir sur le business parce que tu m'as tendu la perche, mais j'aimerais bien qu'on finisse la boucle sur cette perception, sur comment tu vis la pression, le regard, les réseaux, parce que enfin, tu vois, quand les gens disent ah ouais, t'es sur les réseaux, t'es un influenceur et tout. Enfin, il y a créateur de contenu et créateur de contenu, et il y a influenceur et influenceur. Ouais. Et si moi je m'amuse à me comparer avec un mec comme toi, je dois probablement ressentir la même chose que quand toi tu dois te comparer à ta meuf. Ouais. Ou pire ou moins bien, mais enfin t'es en mode. Clairement, il y a toujours. Voilà, c'est levels to this et shit, ma meuf par rapport à Kylie Jenner ou je ne sais qui. Ouais. Oui. Comment tu gères ça au quotidien? Bah, je m'en suis vachement dissocié. Beaucoup moins qu'avant. En fait, ce qui a été, entre guillemets, ma force, c'est que, tu sais, très rapidement, j'ai su me diversifier et me rendre compte que de mettre tous tes œufs dans le même panier et en fait d'être un peu omnicanal là-dessus et de faire en sorte que toutes tes performances, tes niveaux de revenus, etc. soient uniquement orientés par l'algorithme, par les commentaires et par l'acceptation des gens en fonction de ton profil Instagram, c'était un très mauvais levier et ça pouvait faire beaucoup de mal. Parce que t'es full focus dessus. Si j'ai des mauvais commentaires, tout s'effondre. Je vais plus avoir de likes, je vais plus avoir de commentaires, je vais plus avoir de collabs, je vais plus avoir le même niveau de vie, je vais couler, je vais devoir repartir bosser en start-up. Tu vois, c'est un peu ça, hein, grosso modo. Et en fait, le fait d'avoir créé un side project, comme Cruel Pancake, ma marque de fringues, et ben en fait, ça m'a permis de me dire, ah, là, j'ai un business qui tourne, qui est plus directement lié à moi. Ça veut dire que maintenant, même si je fais plus de story, ça tourne, tu vois. La marque, elle est faite, elle a ses clients, je suis plus obligé de la faire. Alors évidemment, je suis toujours un vecteur de la marque et je suis l'ambassadeur numéro 1 et j'ai besoin d'être là pour la faire aller encore plus haut. Mais là, si je m'arrête maintenant, on continue à avoir des clients qui sont là depuis 5 ans, qui sont fidèles et qui continueront de commander, même si je disparais, tu sais. Et en fait, d'avoir ce truc-là, bah, en fait, ça t'enlève un peu ce poids. Et tu finis par te dire, vas-y, l'influence, évidemment, c'est un des trucs qui me rapporte le plus d'argent. En plus, c'est de l'argent, même si c'est... J'aime pas dire que c'est de l'argent facile, mais malgré tout, tu vois, de tourner un réel et de prendre des sommes d'argent que tu peux avoir, ça reste pas non plus hyper ingrat. Alors après, il y a tout le travail. C'est ça que les gens en général comprennent pas. Je déteste les gens qui disent ah c'est facile, tu fais un réel, t'as ça. Frérot, ce que tu vois pas, c'est que construire et consolider sa réputation pendant des années, ça prend beaucoup de travail. Que faire des stories tous les jours, ça prend beaucoup de travail. Qu'il y a énormément de choses à côté pour faire vivre ton personal branding et que c'est juste la résultante de tout ce travail-là de plusieurs années à gagner le trust des gens qui te permet d'arriver à là. Et c'est pas juste d'arriver, de sortir d'un truc et de dire hop, je prends plein d'argent, tu vois. C'est pour ça que je déteste les gens qui disent mais bon, tu l'enlèveras jamais. Hein. C'est comme ceux qui disent que Mbappé payé à rien foutre, il shoot dans un ballon et gagne des millions. C'est la même chose. La même chose. C'est un combat perdu. Tu le vois rater un contrôle, c'est une merde. Mais en fait, il y a 30 ans de travail derrière pour arriver à cristalliser ou pas ce potentiel dans ce moment, à cet instant, dans ce contexte. Absolument, mais c'est un combat perdu d'avance. Ça sert à rien de, tu vois, c'est des gens qui sont bloqués dans cet état d'esprit-là et ça sert à rien de les changer, tu vois. Et puis quand on se comprend, on a la même physiologie, enfin vision de la vie et philosophie, donc c'est le principal. Mais ça a été un vrai levier. Et je pense que c'est un truc à faire pour les gens justement qui ont ce problème et qui ont en fait un peu ce truc sur les réseaux. Et je pense que tu l'as aussi, tu vois, où tu sens que t'as un pouvoir communicatif, que t'es à l'aise avec, que c'est ta zone de génie et que t'as plein de choses à partager. C'est en fait, bah, toi tu l'as fait avec Bayesian par exemple, et je pense que t'as été assez intelligent pour le faire, mais c'est de pas mettre tous tes œufs dans le même panier, de pas être dépendant de ça et de te dire je vais réussir à avoir l'intelligence de la communauté que j'ai créée, réussir à en faire quelque chose d'autre et l'utiliser à bon escient sur autre chose que les réseaux. Comme ça, t'es moins complètement dépendant et t'es moins à te prendre la tête dès que l'algorithme... Mais ça a mis du temps, hein. Tous les années d'avant, c'était que ça, quoi. Tu te réveilles le matin, tu vas sur Instagram, tu regardes tes stats. C'est pourri. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, je poste des photos. Je peux, au bout une semaine après, aller voir les likes et les commentaires. T'imagines le détachement que j'ai maintenant? Les gens se rendent pas compte, mais c'est du boulot. Ouais. Je regarde même pas. Je poste, aime qui aime, like qui like, commente qui commente, mais j'ai posté mon truc et c'est pas grave. En plus, l'algorithme est un peu fucked up, donc en fait, ça vient de mettre dans des états qui sont complètement ridicules parce que la plupart de gens me disent t'es shadowban, je t'ai pas vu. Enfin, tu vois, c'est pas rationnel. Si c'était rationnel, t'as cette logique de performance où tu te dis c'est rationnel, j'ai dû déconner sur quelque chose.
Il n'y a plus rien de rationnel. C'est un algorithme qui décide en fonction de la pluie et du beau temps de on va te mettre en top list ou on va pas te le mettre. Donc ça sert à quoi d'aller sur un truc que tu ne maîtrises pas, venir te prendre la tête? Tu vois? Absolument. Et il y avait un podcast, je sais plus qui c'était, je l'avais noté à l'époque, je prends beaucoup de notes sur les podcasts que j'écoute, justement, qui disait que sa force était à partir du moment où c'est quelque chose qui n'est pas entre ses mains et sur lequel il a aucun impact, bah ça me touche pas. Ça coule. Et je trouve ça cool. Tu vois? C'est les cercles de l'influence, en fait. Ouais. Je crois qu'en anglais, c'est manage what you can manage, control what you can control, Ouais. and let go what you can't control. C'est exactement ça. C'est vraiment genre des trucs sur lesquels tu sais que c'est toi, ton potentiel, ton travail, ton action. Ouais. T'as des trucs sur lesquels t'as un peu d'influence et tu peux orienter. Ouais. Et d'autres, tu peux rien faire. Il faut juste laisser couler. Exactement. Et te prends pas la tête dessus, quoi. De toute façon, tu peux rien y faire. Et je trouve ça intéressant comme psychologie, quoi. Donc, ouais, c'est juste mon conseil par rapport à ça et ma vision par rapport aux réseaux sociaux. Et puis après, je pense aussi que quand tu deviens un papa, quand, tu vois, t'as d'autres responsabilités, d'autres sujets qui viennent sur le tapis et où tu te dis, bon, est-ce que je suis... Quand tu sens qu'en fait, le moment que tu passes avec ton fils est impacté par un algorithme ou des likes et des commentaires, c'est là où, en fait, Tu te dis, ouais. plus rapidement, tu reviens à la raison et tu dis, attends, Hugo, là, c'est pas normal, en fait, de faire la gueule à ton fils quasiment à table et de pas lui parler parce que t'as un niveau de like qui est pas assez bon sur Instagram. Que quand t'es tout seul face à ton Pokéball dans ton salon, c'est plus compliqué d'avoir cette lucidité d'esprit et de te dire, remets-toi en selle, mon pote, tu vois. Parce que là, t'as un petit bonhomme qui a rien demandé à personne et qui est en train d'être impacté par un truc qui est complètement pourri, en vrai. Mais en vrai, t'as passé combien de temps dans cette méta à être vraiment full influenceur? Parce qu'on est pas revenu sur ton parcours professionnel, c'est pas trop le centre du podcast, mais on peut en parler avec plaisir si tu veux. T'as passé un master, Ouais. t'as bossé dans une belle start-up après, pendant 2 ans, je crois. Non, pendant plus que ça. Chez C'est ça ABTST, j'ai fait 3 ans et demi. Ok. Ouais, et Ok. c'était très intéressant parce qu'en fait, je suis rentré, j'étais le 7e dans la boîte et je suis reparti, on était 300. Tu vois, donc je suis rentré en tant que ingénieur d'affaires junior là-bas et c'était super cool, hein, j'aimais beaucoup. Et après, j'ai croisé Caro dans la rue. Et à partir de là, je faisais pas mal de mannequinat à côté. C'est pas en bas du Clé, la salle où je coachais? Si, elle sortait du Clé. Sérieux? Ouais. Enfin, c'est quoi? C'est Je sais même 2014, plus, je suis 15, très mauvais en date. 2016? un Je truc connais comme que ça. la date de naissance de Marlon, c'est tout. Ce qui Le est reste dingue, sur c'est la que ramasse. dans cette vie d'avant, on a dû Ouais. se croiser 15 c'est fois sûr en et fait. certain. Moi, je coachais au Clé en fait. Ok. C'est trop drôle. Ouais, je sais Putain, pas, Nevin et c'est- me l'a dit, c'est- ouais. Putain, c'est rue Saint-Sauveur. Vous Ouais, êtes rue en Saint-Sauveur. Beauvais. Non, rue Saint-Denis. En fait, elle Ouais. sortait de la rue Saint-Sauveur. Sur Elle la a pris- droite, elle a pris boulangerie. à droite rue Saint-Denis. Génial. Et moi, je venais de l'autre côté et j'habitais rue Greneta. Ok. Voilà. Donc en fait, j'allais à mon bar à salade rue Montorgueil et je l'ai croisée. Elle sortait littéralement du Clé. Génial. Ah ouais. C'est trop drôle, Ouais. putain. Et on s'est croisés là. Gros eye contact de ouf. Et après ça, on se voit, machin et tout. Et j'étais déjà dans une phase où je commençais à gagner pas mal d'argent en faisant des shootings. Ok. Sauf que, si tu veux, en faisant 3 shoots par mois, je gagnais autant que mon salaire. Mais sauf qu'en fait, bah, ça commençait à grincer un peu des dents parce que je pouvais pas m'absenter tout le temps au taf. Donc en fait, j'arrivais un peu à cette truc où je me disais, est-ce que si je mettais Alors, full faire un time, je choix. gagnerais pas Ouais. plus? Et donc je commence à être en couple avec Caro et je me dis, bah, allez, je quitte mon taf et je pars la rejoindre à Londres. Et c'est là où, du coup, bah, l'influence, finalement, je fais pas de mannequinat. Parce que c'est l'influence qui, très rapidement, je suis propulsé et je rentre très vite dans le milieu de l'influence qui est un peu tout neuf encore à ce moment-là. Ok. Et puis en fait, bah, je me rends compte que je gagne plus d'argent avec l'influence qu'en allant faire du mannequinat. Donc en fait, bah, c'est l'influence qui prend le dessus. Et là, du coup, je suis dans ce délire d'influenceur pendant plusieurs années où ça m'impacte un peu et où, en effet, l'algorithme n'était pas fucked up comme maintenant. Donc c'était plus cool et plus gratifiant parce que j'avais des stats qui étaient à leur max. À l'époque, je me rappelle, je devais faire des 100 000 likes par photo, quoi. C'était magnifique, hein. Et il n'y avait pas les réels et tout. À l'époque, c'était que des photos. C'est vrai. Des photos de look, tu sais, à Londres devant des baraques et t'explosais J'ai tout. plein de photos de toi dans mon téléphone. C'est vrai J'ai un truc. Attends. J'ai un ça me onglet régale. style. Et genre, il y a Ah, je faisais 150 photos. Je faisais des outfits Je pense of the qu'il y day. a, il doit y avoir. Tiens, regarde. C'est pas toi là? Si, c'est- 2020. Non, mais c'est trop Ah, ça me drôle. régale. Parce que t'as des looks qui sont ultra inspirants, mec. Et je pense que je suis pas le seul à les poncer. Bon, il y a plein d'autres mecs, hein. Il y a des Allemands, il y a des Australiens, il y a de À tout. l'époque, il y avait. Mais il y a tu- deux, trois Magic bonnes Fox, photos tu de te toi. rappelles? Bien Ah ouais. sûr. Énorme. Gros physique aussi. Ouais, gros physique, ouais. Il a disparu. Complet. Je crois qu'il a lancé une marque de mode, de bagues, un truc comme ça, plus Ok. ou moins. Et je pense que ça a dû lui cramer un peu sa santé mentale. Je me mets pas à sa place, mais c'est Ouais. ce que je sentais. Ok. Et je crois qu'il s'est désinvesti. Il a essayé de se reculer un peu et mettre Ok. sa marque en avant et tout machin. Ok. Il s'appelle Daniel, je crois. Exact, Daniel, exactement. Magic Fox à l'époque. Incroyable. C'est marrant cette époque, hein.
Il y en a demandé, on cherchait à faire les photos parfaites en traversant la route sur les passages piétons. Moi, à ma petite image, j'ai été là-dedans au tout début et j'ai vite compris que c'était pas du tout ma cam et que de toute façon, c'est pas là qu'était ma valeur ajoutée. Et j'ai vite bazardé ce truc. Mais c'est vrai qu'au tout début, on pensait Insta comme une espèce de book en ligne où tu sais, t'avais 2-3 shoots. Moi, j'ai fait des petits trucs modestes un peu pour Eden Park et tout. J'étais en mode, ouais, putain, c'est vraiment la méta Insta où ça va nous pousser là-dedans. Alors que, putain, c'est dingue, les préoccupations de ta vie. On parle de ça, c'était il y a 7 ans. Ouais, c'est ça. Et maintenant, enfin, je pense que ton quotidien, tu l'envisages plus du tout de la même façon. Plus du tout. Tu sais, maintenant, quand tu avec plus de maturité, t'es sur des trucs où tu cherches de la profondeur, tu cherches... C'est marrant, hein, comme on évolue. Hein. Parle-nous de Cruel Pancake un peu. Tout le monde connaît cette marque, je pense, parce qu'elle est associée à ton nom, que tout le monde connaît. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu as investi là-dedans? Qu'est-ce que tu aimerais éventuellement que les gens sachent de cette partie de ta vie qui est quand même très prenante et qui survole peut-être ou qui savent pas? Ouais, bah, c'est un peu mon bébé, tu sais, Cruel Pancake. Hein. C'est mon deuxième bébé. Il y a Marlène, et puis après, c'est. Et en fait, je l'ai créé d'abord dans un. Parce que justement, je faisais plein de looks à l'époque. Donc, j'avais un peu cette légitimité parce que j'étais devenu un peu cet influenceur un peu lifestyle qui fait des looks et qui a un peu de goût, tu vois. Et j'avais surtout, en plus, un truc, c'est que moi, Caro, à l'époque, avait 5 business en même temps qu'elle renait. Elle était, mais H24 derrière son ordi à bosser jour et nuit comme une malade. Attends, il y avait Wonder Tea, je sais. Il y avait Wonder Tea, il y avait Osé, il y avait Rec. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Il y avait Cosmic Goddess. Cosmic Goddess. Ça, c'était un peu après Cosmic Goddess. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Osé, Wonder Tea, Rec. Elle a eu... Truc pour les cheveux aussi, non? Oh, ça, c'est Osé. Ok. Elle écrivait son livre. Elle avait lancé sa chaîne YouTube Cute but Psycho. Enfin, elle tournait des films. C'était... Mais à cette époque-là, c'était n'importe quoi, tu vois. Votre vie de couple, ça devait être... rien. Moi, on se voyait pas de la journée, en fait. Moi, j'allais au sport. Et comme je faisais qu'une photo par jour et que je me restais sur la réseau, j'avais le temps. Hein. Belle vie. J'étais tranquille. Et c'est moi qui passais beaucoup de temps avec Marlon, tu vois. Ok. Du coup, quand il était tout petit, j'ai passé beaucoup de temps avec Marlon. Et après, la balance, Caro a stoppé tous ses business, machin. Et la balance s'est inversée. Et après, c'est Caro qui passait beaucoup de temps et moi beaucoup dans le business. C'est ça qui est assez drôle. Tu crois que ça a créé un petit complexe de... Pas de masculinité inversée, mais en mode, attends, c'est ma meuf, elle cartonne, elle est partout et tout. Moi, je fais quoi? Je joue au foot, je fais des photos de mes abdos, c'est cool, mais bon. En fait, c'est pas tant de la masculinité parce que j'ai pas du tout de problème d'ego et j'ai pas du tout, moi, j'ai pas du tout ce truc, tu sais, de mec qui supporte pas d'être le mec d'eux. J'en ai rien à battre. Okay. Elle peut me demander de la prendre en photo et tout. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Je peux me mettre 3 mètres derrière et être tapis dans l'ombre. Instagram husband. Ouais, je te jure que j'ai pas de souci avec ça. Je m'en fous de ce que pensent les gens, etc. En revanche, il y avait une différence sur, tu sais, les fréquences sur lesquelles t'es. Okay. Ça veut dire que quand t'as une personne qui est sur tous les fronts, qui gère tout, et que moi, ma seule préoccupation, c'était ma séance du jour à la salle de sport, tu vois, et de prendre ma petite trottinette avec mon sac à dos, forcément, à un moment donné, t'as un décalage qui se fait où tu te dis... Bon, on parle plus trop le même langage, tu vois. Ouais, je vois. Elle est dans une logique de croissance, d'opérationnel, de business, de bulle des choses, d'être un peu, tu sais, l'architecte de ta propre vie. Quand moi, je fais mes photos, c'est cool, tu vois. Et je suis un mec qui a de l'ambition, qui a toujours été drivé par la performance, par essayer d'aller plus vite, plus haut, plus fort. Et forcément, ça a vite commencé à me piquer un peu. Et je me suis dit, attends, je suis pas que ça. J'ai un master 2, je suis doué dans plusieurs choses, j'ai plusieurs zones de génie. Il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Et en plus de ça, j'avais son aide, son soutien, et j'avais les réseaux où j'avais commencé à bulle d'une communauté qui était hyper intéressante. Je me suis vite dit, attends, faut que j'en fasse quelque chose. Et que moi aussi, je me mette un peu à sa hauteur. Et aussi que financièrement, je sentais malgré tout un peu ce besoin. Elle gagnait très très bien sa vie. Elle gagne toujours très bien sa vie. Mais malgré tout, je sais que ça la faisait kiffer de se dire j'ai un mec avec une stabilité financière, tu vois, et qui vit pas à mes crochets, tu vois. Okay. Et le niveau de vie était tellement élevé quand j'ai commencé à vivre avec elle, je pouvais même pas payer le loyer, c'était pas possible pour moi, tu vois. Même avec ce que je gagnais avec l'influence au tout départ, les cachets étaient pas assez gros pour le rythme de vie qu'on avait qui était très élevé. Okay. Je vivais à Londres dans un penthouse, enfin c'était une... Tu m'avais dit, je me souviens, le montant du loyer, ça m'avait fait... J'avais coulé une durite. On était sur un coût de vie hyper élevé où moi il y avait absolument rien à voir avec ma vie d'avant en bossant en start-up et en vivant à Paris, tu vois. Et en fait, rapidement, ça m'allait pas forcément de vivre à ses crochets, de me dire c'est ta meuf qui paye le loyer, qui paye les frais de vie. Elle avait aucun souci avec ça, elle me le faisait pas du tout sentir. Mais moi, malgré tout, au fond, ça. Et en fait, j'ai vite voulu me dire aussi, vas-y, je vais créer un truc où moi aussi je vais être capable.
qu'on fasse 50-50 et qu'on paye tous les deux les frais de vie, tu vois. Sans me dire, parce que j'arriverai pas à ces niveaux, mais de me dire au moins, je suis capable de dire on fait half and half et chacun paie, tu vois, et on participe tous les deux à l'école de Marlon, le loyer, tous les frais de vie et on est un couple, tu vois. Et en fait, ça m'a un peu amené à ça où j'ai créé ma marque et très rapidement il y a eu une appétence de malade mental en fait, tu vois. Parce qu'en fait, où j'ai été bon, c'est que je veux pas revenir sur toute la jeunesse de la marque où c'est un voyage à Los Angeles, je ramène un truc de friperie et je me rends compte qu'il y a, tu vois, j'ai énormément de retours sur les réseaux parce que tu l'as fait très bien dans le podcast avec Mathieu Stéphanie. Ouais, c'est ça. Génération Do It Yourself. Je vous fais une petite passe, mais allez voir ce podcast qui est incroyable. Genre franchement, l'épisode il est passionnant. Ouais, c'était très business du coup, c'était que business. C'est très deep. Ouais. Parce que moi les trucs très business ça me passionne pas toujours forcément. Et là on te découvre sous des facettes qui sont vraiment extrêmement inspirantes, donc je vous mettrai le lien en dessous, c'est vraiment cool. Mais comme ça, du coup, t'as pas à t'étendre là-dessus parce que tu l'as fait avec brio déjà dans cet épisode-là et c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Mais du coup, bref, donc je lance la marque et le truc que je fais, c'est que je communique sur tout mon aventure entrepreneuriale qui est ma première sur les réseaux et sur tous les déboires que je peux avoir avec toutes les merdes, quoi. Très intelligent. Et j'en ai des tonnes, évidemment des galères parce que c'est galère après galère. Avec et tes cafés sur ton clavier. Exactement. C'est du personal branding, ça n'est pas que du café. Et et tu sais, le stock qui se fait braquer en Belgique sur une aire d'autoroute et qui disparaît. Enfin, tu vois, j'ai eu des tonnes d'histoires. Et ça, du coup, j'ai tout communiqué. Enfin, j'ai partagé tout ce truc-là. Et donc, en fait, ils ont vu, les gens ont connu les débuts de Cruel Pancake avec moi et se sont accrochés à l'histoire, quoi. Et au final, sur le premier drop, on se fait éclater avec 400 000 visiteurs uniques sur le site, alors que j'avais un tout petit drop où j'avais mis 50 000 euros. Et donc, les gens font la queue et one by one, on les fait rentrer sur le site. Et je me dis, au lieu de revenir avec un nouveau drop, je reviens 6 mois plus tard avec du pré-order. Comme ça permet de savoir jusqu'où je peux aller parce que tu passes la commande après. Et là, on fait 1,2 million en 6 heures parce que j'ouvre le site 6 heures uniquement avec le pré-order. 1 200 000 euros de commande de vêtements en pré-order, 6 heures. livraison 12 semaines. J'imagine. Et ça, dans l'écosystème français, je te jure qu'il y a très peu de personnes dans le textile, quasiment personne même qui le fait. C'était une perf stratosphérique. Et là, du coup, je me dis, waouh! En fait, Et après, donc, suite à ça, forcément, t'as ce truc où tu t'envoles. Et tu te dis, je suis le nouveau suprême, je vais tout éclater. Et puis après, t'es un peu rattrapé par la réalité. Tu te rends compte qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Et qu'en fait, tu vas atteindre une sorte de plafond de verre. Et qu'après, il va falloir verrouiller des fondamentaux. Et qu'en fait, tu vois, il va falloir pivoter. Il va falloir laisser passer un petit peu la tempête. Réussir à s'adapter. Reconstruire un petit peu le business model. Faire de l'acquisition et pas surfer uniquement sur l'organique comme j'ai fait depuis le départ. Et puis t'apprends au fur et à mesure, tu vois. Et puis c'est cyclique. Et puis et aujourd'hui, on a bâti des fondations qui sont super solides et qui permettent 5 ans après d'avoir une boîte qui est toujours rentable et qui est toujours là. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Même, et c'est là où c'est hallucinant, c'est que putain, qu'est-ce que c'est dur avec des débuts où j'ai dépensé très peu d'argent et j'ai réussi à faire 1,2 million. C'était stratosphérique. Personne ne fait ça. C'est une chance inouïe. T'imagines le marketing que tu dois dépenser normalement pour faire ce type de chiffres aussi vite. Et malgré ça, j'ai failli la planter, la boîte. Vraiment? Bah oui. Ah oui. Bah ouais, ça parce qu'il y a eu des moments durs. Il y a 2 ans, tu vois. Il y a eu des moments où, en fait, tu sais, la conjoncture fait que les usines, après le Covid, tirent la gueule de malade, tout est compliqué, les paiements, c'est beaucoup plus compliqué à négocier, t'as de l'argent qui est sorti, tu sais, nous, on faisait 0 solde, rien du tout, donc en fait, on avait du stock immobilisé qui montait, tu vois, tout ça mis bout à bout, tu commences à te faire des petites frayères, alors que tu fais des perfs de ouf, parce que la gestion d'un cash flow, c'est des trucs qui nécessitent d'avoir une expertise malgré tout. Et que moi, j'étais jamais passé par là. Donc j'ai fait des erreurs, donc j'ai dépensé trop d'argent dans des trucs, donc j'ai été trop gourmand sur d'autres. J'ai pas pris assez de risques sur, tu vois. Et t'apprends, tu vois. C'est hyper formateur. C'est une partie de ton aventure entrepreneuriale que t'apprécies toujours autant que celle des débuts. Parce que ça se transforme extrêmement vite, en fait. C'est-à-dire que le job que tu fais maintenant pour Cruel Pancake n'est plus du tout celui que tu faisais il y a 5 ans. Mais plus du tout. Et là, avec l'avènement de l'IA, ça a encore plus rien à voir. C'est encore en train de redistribuer complètement les cartes.
Ça veut dire que là, maintenant, je suis obligé, tu vois, toutes mes équipes, etc., tout le monde est sur l'IA, essayer de comprendre, et parce que les shootings, parce que la com, le marketing, enfin, l'IA est en train de complètement tout bouleverser. Et que si tu prends pas la dynamique, tu te fais exploser par les autres marques qui vont beaucoup plus fort, beaucoup plus vite et qui dépensent 3 fois moins d'oseille. C'est hallucinant, hein. Mais c'est la vérité. Ça fait peur, en vrai. Mais par contre, ce que j'adore dans le process et que je continue d'adorer, c'est, tu vois, hier, j'étais encore en board meeting parce que j'ai fait une petite levée de fonds qui m'a permis, en fait, de m'entourer de gens extrêmement brillants, beaucoup plus brillants que moi dans le business et qui m'accompagnent, du coup, pour essayer au lieu de prendre moi le mur à 200 km/h à chaque fois et de mettre 1 an à m'en remettre parce que boum, t'as pris le mur, t'as appris mon coco, on va d'avoir le petit warning avant qui me dit attends, dans 20 mètres, il y a un mur. Tu vois? Exactement. Et ça change tout. Parce que les mecs, c'est des mecs qui l'ont déjà vu, qui ont déjà vécu l'histoire 10 fois et qui sont capables de te dire attends, là, regarde ce qui va se passer. Et ça te permet d'être plus clairvoyant et d'éviter des erreurs de débutants. Il y a des choses pour moi que tu es obligé d'expérimenter par toi-même pour le comprendre. Il y a des choses, on a beau te le dire, tu vas me le dire 10 fois, peu importe qui t'es. Tu sais, c'est pareil dans tout, hein. C'est comme se blesser à la musculation. C'est on a beau te dire attention, tu vas te blesser, même si c'est Jay Cutler qui te dit attention, tu vas te blesser. T'as besoin de te blesser pour dire ah bah oui, je me suis blessé, il avait raison. Mais tant que tu te blesses pas, tu vas dire Jay Cutler ou Ronnie Coleman, j'en ai rien à foutre, je me blesserai pas, tu vois. Ain't nothing but a peanut. Bah, c'est la même chose dans le business. C'est que t'as certaines choses que t'as besoin d'expérimenter toi-même pour le vivre et te rendre compte que ah ouais, en fait d'accord. Mais il y en a d'autres que tu peux très bien éviter et quand c'est sur des conseils ou sur 40 minutes de call, bah tu gagnes un temps qui est considérable, tu vois. Donc en fait, ce que j'apprécie le plus dans l'aventure Cruel Pancake, c'est pas tant tu sais, ce délire de faire de l'argent, de bâtir un truc, c'est surtout en fait mon évolution personnelle et intellectuelle dans le business et le fait de me nourrir et de continuer à avoir des discussions business avec des gens et de ressortir avec des étoiles plein les yeux. Tu vois, ou de faire des boards de temps en temps où je suis un peu down parce que les chiffres sont un peu moins bons, parce que je perds un peu espoir, de refaire des calls avec des mecs et 1 heure après de ressortir et d'avoir envie de croquer le monde. Et ça, c'est exceptionnel, tu vois. Tu sais, ça, tu te sens vivant et tu te dis waouh, c'est une aventure humaine plus qu'autre chose, tu vois. Ouais, où tu te dis putain, on est en train de s'entraider, t'as des mecs qui sont là avec toi, mes équipes aussi, tu vois. Faire des calls avec les équipes, les trucs où tout le monde se rebooste et on se dit vas-y là. Et puis après après ça, de réussir à comprendre les échecs, de le surpasser et de vivre les victoires ensemble. C'est exceptionnel. Tu sais, un peu comme dans le sport, quoi. Et ça va au-delà maintenant je regarde même plus trop les chiffres, je suis plus data oriented tant que ça, je suis beaucoup plus sur cette aventure humaine et cette petite sensibilité que je peux avoir avec les gens, de me dire est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça me rend heureux. C'est plus des chiffres qui me rendent heureux, ça y est, j'ai passé ce cap, tu vois, de voir le Shopify qui pète à 1 million, je l'ai vu, t'as vécu l'histoire 1 fois, 2 fois, de le voir à 10, à 15, enfin ça change plus l'histoire, quoi, tu vois, t'as vécu ce truc ce truc d'ego, tu l'as rempli et évidemment, tu as envie d'aller le chercher, tu as des milestones que tu as envie de franchir et tu te dis, ça veut pas dire que ça a pas d'importance parce que tu as quand même envie de te prouver des choses. Mais c'est plus ce truc de vivre un truc entre équipe, tu vois, et de vibrer ensemble que je trouve stimulante. Voilà. C'est extrêmement inspirant, genre même pour quelqu'un qui regarderait ça, qui serait pas entrepreneur. Ouais. Ça fait vibrer de t'entendre en parler avec autant de passion et d'intensité. Bah c'est ça, et puis moi j'ai ce truc-là, en fait, tu vois, ce truc de solopreneur, moi ça me parle pas, quoi, tu vois. Il y a des mecs qui sont très geeks, qui n'ont pas besoin de se nourrir des autres. Moi je suis quelqu'un qui a besoin, en fait, de me sentir, de m'élever avec les gens, tu vois. De partager, je pense que c'est la même chose avec toi, sinon t'aurais pas fait des podcasts, sinon t'aurais pas fait des chaînes YouTube, sinon tu serais pas allé à la rencontre des gens, sinon c'est que ça te nourrit et t'as l'impression d'être un être humain qui s'élève au fur et à mesure à chaque fois grâce à ces personnes et à ces rencontres que tu fais. Moi c'est exactement la même chose, tu vois. Je suis ce profil de personne qui a besoin de s'élever au fur et à mesure des rencontres et des expériences, tu vois. Et c'est ce qui me nourrit. Et c'est magique parce qu'en fait, c'est une boucle infinie. Tu vois? Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est de me dire qu'à 70 piges, 75 piges, 80 ans, on continuera, en fait, de par notre réseau et de par ce qu'on a construit, à rencontrer des gens extrêmement inspirants, quoi. Tu vois? Que ce soit sur un bateau de pêche au fin fond de la Floride ou, tu vois, ou dans un canapé dans le Loir-et-Cher. Et ben, on continuera, tu vois,
à avoir des gens qu'on pourra rencontrer et qui nous raviveront ces petites flammes et qui nous feront ressentir des choses. C'est marrant, c'est un peu le mythe du héros, tu vois, mais moi, c'est la première ambition que j'avais en créant la vie que j'ai aujourd'hui. Ouais. C'était pas de faire des millions, c'était pas de courir après des trucs de fame et tout machin, c'était de pouvoir construire un univers comme ça, dans lequel j'allais pouvoir évoluer et m'enrichir des expériences, des savoir-faire et des trucs de tous les gens que j'allais pouvoir croiser, tu vois. Et ça, c'est mon plus beau cadeau, tu vois. Quand je suis invité, je me lève un matin, j'ai un message du Stade Français qui me dit ah ouais, on fait une pub pour World Rugby, est-ce que tu voudrais pas venir t'entraîner avec les avants pour la première séance de prépa physique de la pré-saison? Je suis en mode ok, j'ai gagné en fait, terminé. Genre même pas, je me dis ouais, vous me payez, je m'en bats les couilles, j'y vais en courant, tu vois. Parce que juste vivre de l'intérieur. On parlait tout à l'heure de Formule 1, mais quand t'es sur des paddocks avec tes potes pilotes et tout machin, c'est juste t'es comme un môme à l'intérieur et t'es en mode tes yeux ils brillent du matin au soir, quoi. Exactement. Mais malgré tout, tu sais que t'as ce truc où moi je le vois pas mal actuellement, c'est que notamment j'ai fait un gros axe sur la santé qui est ma priorité actuelle. Parce que ma femme a eu un cancer, parce qu'on l'a vécu de plein fouet, parce que c'était très dur et très traumatisant, et qu'après ça, et que pour elle, enfin tu vois, et je le sais, il y a aussi une partie de toute l'énergie qu'elle a mis dans le business, être beaucoup trop sédentaire, à pas faire du tout attention à sa santé, et à se bousiller sa santé mentale, qui a fait qu'à un moment donné, ça joue dans la balance, et qu'elle s'est un peu créé aussi son cancer à cause de ça. Ou moi, je me suis dit, ouais, je veux pas aller dans le même mur, en fait. Je veux pas vivre la même chose. Et du coup, j'ai step back. Et en fait, je me rends compte que quand j'ai ce message-là auprès des gens, eh ben, il y a plein de choses que les gens, plein de messages qui rentrent pas parce que les gens ont besoin de l'expérimenter pour le comprendre. Tu vois? Et t'as beau le dire, ça veut dire l'argent ne rend pas heureux. Moi, je me rends compte aujourd'hui. Parce que j'ai gagné de l'argent, parce que je me suis rendu compte qu'avoir une plus belle voiture, qu'avoir une plus grande maison et plus de montres dans mon truc, c'est cool, mais ça me rend pas heureux. C'est pas ça qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est d'être en pleine santé, de jouer au foot avec Marlon, de passer des moments de vie exceptionnels, bruts, authentiques. C'est ça qui me nourrit. Et ça, je peux le vivre dans un 40 mètres carrés comme dans une villa de 400 mètres carrés. C'est pas ça qui fait mon bonheur. Mais sauf que quand tu vas le dire ça à des gens qui sont dans 20 mètres carrés, ils vont dire espèce d'enculé. Ouais, c'est facile à dire pour toi quand t'es dans tes 400 mètres carrés avec tes 4 voitures et tes 12 montres, tu vois. Et eux, ils ont besoin de se faire leur propre expérience, d'aller le chercher, d'aller se bousiller la santé potentiellement sur du business, de gagner beaucoup d'argent et dire putain en fait je suis pas heureux, j'ai un gros bide, je me sens mal dans ma peau et j'ai l'impression d'être une grosse merde, et là de faire le truc. Mais ils peuvent pas se dire ah il a raison, en fait j'ai pas besoin d'argent, je suis bien dans mon 20 mètres carrés et ma préoccupation c'est la santé. Et c'est un peu frustrant de temps en temps parce que t'as pas envie de les voir aller se cartonner et de s'en rendre compte par eux-mêmes, mais je crois que t'es obligé de le faire. Je crois aussi. Et tu l'as dit toi-même quand t'étais sous l'influence de ta meuf qui cartonnait tout et tout, et que tu disais ouais, ok, t'étais en bonne santé, tu t'entraînais, ta santé mentale elle était pas mal. Mais j'ai voulu aller le chercher. Est-ce que je suis pas un peu un branleur si moi aussi j'arrive pas à faire 200 000 euros par an pour faire un peu comme elle et en fait, tu dois passer par là pour te rendre compte. C'est marrant, tu vois, je me faisais la même réflexion avec les montres et tout machin, genre, truc qui me faisait rêver quand j'étais môme. J'ai eu besoin de franchir ce cap-là, de me dire, ouais, ok, je peux me payer des trucs comme ça, de faire des folies et tout, de me dire, ok, c'est bon, j'ai vu, j'étais content, je suis content d'avoir coché ce milestone. Maintenant, c'est bon, je peux revenir en arrière et me détacher complètement de ça, en fait. Ben, c'est la même chose. Et à chaque fois, je m'en détache. Peu importe. Après, je suis pas quelqu'un de très matériel, mais tu sais, t'as quelques trucs au départ. En plus, t'arrives vivre à Dubaï. Forcément, t'es dans un écosystème où ton voisin, il a 2 Rolls Cunningham, et c'est l'opulence avec les mecs il y a le plus de millionnaires au mètre carré là-bas, tu vois. C'est dur Dubaï pour ça, en vrai. Hein. Bah, moi, ça me bien parce que du coup, ça m'a, dans mon début entrepreneurial, ça m'a filé la dalle parce que j'ai côtoyé des mecs qui partaient de rien et qui avaient monté des empires par leur travail, par leur sacrifice, par la discipline et qui étaient des workaholics de malades, tu vois. Pas que des fils d'Émiratis qui étaient nés dans le pétrole. Non. Il y a des vrais bosseurs, des expats qui viennent et qui vraiment se cassent le cul pour réussir, tu vois. Et du coup, ça m'a vachement inspiré, tu vois, parce que forcément, bah, tu te plies à ça et tu te dis, vas-y, moi aussi, je veux, tu vois. Et en fait, après d'y goûter, bah, tu te rends compte déjà, en côtoyant des gens bien plus riches que toi, tu te dis vite, putain, mais il est pas heureux, tu vois. Et tu te rends compte qu'en fait, putain, ok, il a tout ça, et toi, tu te dis, waouh, tu sais, il a atteint le summum, et lui, c'est la vie de rêve, et en fait, tu te rends compte que le mec, sa vie est un désastre.
Tu sais, à force d'en côtoyer, tu te rends compte, hein, et c'est pareil pour plein de choses. Hein. C'est comme le nombre de footballeurs qui, la santé mentale, elle est pas du tout là. Alors que les mecs, ils sont connus, tu vois, et tu te dis, tout le monde rêverait d'être Mbappé. Jamais de ma vie, je veux être Mbappé. Alors que pour les gens, Mbappé, dis-moi d'être Mbappé, tu vas voir. Mais la pression médiatique, psychologique qu'il a, ce mec-là, le moindre faux pas qu'il fait, tout est épié, il peut même pas aller acheter sa baguette de pain. Pour rien au monde, je veux être Kylian Mbappé. C'est un enfer. Tu manges pas de pain. Hein? Tu manges pas de pain. Bah non, voilà. De toute façon, je mange pas de pain. Mais tu vois, et en fait, faut côtoyer ces gens-là pour se rendre compte qu'en fait, bah, c'est pas ça qui définit ton bonheur et c'est pas ton niveau de succès ou ton niveau d'argent ou ton niveau de notoriété qui le définit. Mais c'est d'autres choses qui sont beaucoup plus simples au final et que tout le monde peut toucher du doigt. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais c'est la même chose, je te dis, il faut que les gens l'expérimentent pour revenir à ça. Et c'est très souvent le cas. La plupart des mecs que tu vois, c'est le nombre de milliards. J'ai un truc que je dis souvent, c'est, je l'ai noté et je le mets très souvent, c'est un milliardaire américain, tu sais, dans un des réels que j'ai, et qui dit en podcast, il dit, et le mec vraiment, c'est une pointure de malade aux US qui a tout fait. Et il dit, pour lui, le succès, c'est quand tes enfants, à l'âge où ils ont grandi et qui sont construit leur vie, sont demandeurs de passer du temps avec toi. Et il dit combien de mes potes j'ai qui sont encore plus successful que moi, qui sont multimilliardaires et qui ont des enfants qui les calculent plus et qu'ils ont plus vu depuis 3 ans. Il dit pour moi c'est pas ça le succès. Ça c'est t'as raté ta vie. Et qui sont les plus malheureux du monde parce qu'ils ont fait des enfants, ils étaient pas là, ils leur ont pas donné du temps, ils leur ont pas donné tu vois, pendant toute leur époque où ils ont build leur business, ils peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent. Ils ont des enfants qui viennent au bout de 3 ans qu'ils les ont pas vus, font même plus l'effort de venir les voir. Parce que le truc, il est cassé. Et ça, de l'avoir vu un jour, tu vois, wow, ça m'a fait un électrochoc. J'ai dit, bordel, c'est tellement vrai. Le succès, c'est que quand tes enfants veulent passer du temps avec toi quand ils sont grands. Voilà, c'était ça la phrase. Et c'est tellement vrai. Et je trouve ça incroyable. Et en fait, ça te remet un peu, tu sais, dans le bon rail. Et tu te dis, attends, en fait, la qualité du temps que tu passes avec les gens, c'est beaucoup plus essentiel. Et les moments forts que tu partages avec les gens que t'aimes et que t'apprécies, bien plus essentiel que l'énergie ou les millions en plus que tu vas faire à un moment donné dans ton business. Et ça n'empêche pas de faire les deux. C'est juste qu'il faut en avoir conscience. Et nous, on a beaucoup ce truc, surtout en France, je trouve, aux US aussi, mais tu sais, de mettre full gas dans un business pour réussir. Tu dois tout sacrifier. Tu sais, un peu à la Anthony Bourbon, tu vois, ce genre de discours où tu dois tout sacrifier, tu dois tout brûler sur le bûcher pour y arriver, tu dois plus aller voir tes potes, plus avoir de vie sociale. J'ai jamais adhéré avec cette vision. Moi non plus. Jamais. Et je déteste cette vision. Putain, bah, ok, bah, tu dois le faire si tu veux aller dans le mur, oui, c'est la bonne solution. Te cracher, plus avoir de potes, plus avoir de meufs, tout foutre en l'air, être malheureux comme tout, et que ça te fasse un électrochoc et tu te dises, bah, en fait, la vie, c'est autre chose, tu vois. J'ai toujours eu l'impression que les mecs qui drivaient comme ça, c'est parce qu'ils avaient juste un énorme truc ou un trauma à compenser. C'est 100% juste, ça. il y a un tel vide qu'ils ont besoin de remplir et de. Tu le vois, voilà. Tu regardes le profil quand tu l'analyses un petit peu après de ces profils-là et tu te rends compte qu'il y a des pets qui sont énormes. Des pets dans l'enfance, dans le parcours, qui font qu'en fait, il y a un besoin de reconnaissance qui est presque malsain tellement il est violent et brutal, tu vois. Et c'est jamais la bonne chose à faire, tu vois. T'es dans une sorte de confrontation et de lutte, et la vie, ça doit pas être ça, normalement, tu vois. Tu dois être aligné, tu dois être léger. Et je te dis, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que Caro, en fait, à travers les épreuves qu'elle a eues, ça nous a amené un peu vers ce côté spirituel, qui nous a beaucoup aidé. Et qui, moi, en fait, m'a fait changer complètement de grille de lecture, quoi. Parce que j'étais un peu dans ce truc-là. Hein. J'étais très dur avec moi-même. Je sais. Pour te dire, et c'est hyper intéressant parce que, tu sais, on parlait un peu du GIGN et tout à l'heure. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais un peu cette mentalité-là. Et quand Caro a l'annonce de son cancer, eh ben, je suis à l'aéroport et je sors de 3 jours en immersion avec le GIGN. Du stage avec Panerai. Avec mon stage avec Panerai. Où je me suis régalé. Et où, en fait, ils sont venus un peu, ils ont fait du coxage et tout, et moi, ils se sont régalés avec moi. Parce que j'étais là, à dire, vas-y, mettez-en plat la gueule, tu vois. Et dans le coxage, ils me disaient, comment tu t'appelles? Je disais, Francis Lalanne, tu sais, je me foutais de leur gueule. Et ils me disaient, tu vas voir, on va te faire danser, Francis Lalanne, on va te faire chanter. Et ils se sont amusés. Et moi, on s'est amusés ensemble, tu vois. Et ils ont dit, t'inquiète pas, on va rigoler avec toi. Et bref, et pendant 3 jours, donc ils venaient me réveiller la nuit. Et j'ai surkiffé parce que dans mon enfance, tu sais, j'étais un peu bercé par ça, par Envoyé spécial, Marius. C'était dans mes années d'athlétisme, donc ça me parlait, tu vois. Boulet, pagaie, la cuve, tu sais. J'étais là-dedans, j'allais nager dans le Finistère. Si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. Putain, Oui, j'ai réussi à la chier, c'est pas vrai. Magnifique.
Exceptionnel. Tellement. Et bref, et pour revenir à ça, j'étais un peu dans ce mindset-là, tu vois. Et donc, je suis à l'aéroport pour rentrer à Dubaï, et là, elle m'appelle, elle a fait sa biopsie, et elle est en larmes, et elle me dit, bah, c'est négatif, j'ai un cancer. Et là, bah, le monde s'effondre. Et en fait, j'arrive à Dubaï, et là, c'est très difficile. Et en fait, je suis toujours dans cette mentalité de GIGN. Donc en fait, je me dis, ça va m'aider ce que je viens de traverser. Ouais, on va se battre. Je suis un soldat, on va se battre. Et on va le défoncer, ce fils de pute de cancer. Voilà comment je suis dans ma tête. Et et je le vois comme une injustice. J'ai beaucoup de colère, beaucoup de haine. Et en fait, je me dis, je suis un soldat et il va voir ce que comment on va le faire sauter, tu vois. Sauf qu'en vérité, j'ai aucun pouvoir, moi. Qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Je peux rien faire, c'est complètement débile. Et en fait, je suis rentré dans une sorte d'autodestruction de moi-même. Donc, je me suis mis dans des trainings où je me suis jamais mis autant la race de ma vie. Je me suis fait une prépa Ironman avec Bastien, un coach du sud de la France qui forme, qui coach des triathlètes de très haut niveau et qui m'a mis du volume d'entraînement, mais comme un malade, où je me mettais des 21 bornes sur tapis, j'allais me faire des séances de vélo, VO2 max dehors alors qu'il faisait 42 degrés à Dubaï, jusqu'à tomber avec mon vélo. En fait, j'avais besoin de me faire mal. Ouais. Tu sais, j'avais besoin un peu d'exorciser cette colère et de me dire, Caro, ce qui lui arrive, c'est pas normal. Et si elle va en chier, ça va être très difficile. Donc, je dois aussi m'infliger la même chose. Ouais, et c'était via le sport que je le faisais. Et elle, à un moment donné, a dit, je lâche les armes. J'ai pas envie de me battre. J'ai envie de l'accepter. Parce que je me fais plus de mal en me battant contre un truc qui est un peu invisible, malgré tout, un cancer, tu vois. Et en fait, elle a dit, le seul moyen, c'est que je me suis toujours battu toute ma vie contre plein de choses, contre des associations qui sont pas bien passées, contre des choses dans le business où je me suis battu, j'ai lutté, et regarde où ça m'emmène maintenant. Et en fait, elle a dit, aujourd'hui, pour la première fois, je vais lâcher les armes et je vais accepter ce qui m'arrive, tu vois. Et en fait, bah, de le vivre avec elle, j'ai dit, tu sais, pour la première fois, j'ai eu ce prisme de la vie en disant, vas-y, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que ça va changer, en fait, d'être en lutte totale, là? Je me bats contre quoi? Donc, de l'avoir accepté, j'ai dit, bah, vas-y, je vais lâcher un peu les armes et je vais reprendre un peu ce côté un peu plus spirituel, d'accepter les choses et de comprendre un peu plus et d'être un peu moins bourrin dans mon approche, quoi. Au lieu de dire, il y a un ennemi, on l'abat. Francis, première ligne. On lui fonce dessus, tu vois. C'est dire, hop, on se pose, on analyse la situation. Est-ce qu'il y a pas mieux à faire, tu vois. Cette pensée un peu plus stoïque, tu vois. Et j'ai commencé à lire des choses là-dessus, à m'intéresser. Et du coup, ça fait de moi... J'ai toujours cette même DNA d'être un mec un peu impulsif et qui va vers l'avant et qui adore me mettre la race. Mais j'ai cet ancrage plus spirituel maintenant dans ma façon de voir les choses, tu vois. Le fameux flow don't force. Ouais, exactement, le flow don't force. Ma capacité maintenant, quand je rentre dans des niveaux trop de stress, à faire de la respiration, tu vois, ça m'aide vachement. Intéressant. Tu vois. Pareil, à m'accompagner, à faire des reiki, des trucs comme ça, tu vois. À faire du yoga avec Caro, à faire du deep stretch, des trucs qui sont beaucoup plus où, tu vois, j'arrive à rentrer un peu dans ce truc de flow et ça me fait du bien de malade. Parce que tu sais, je pense comme toi, tu sais, on a des caractères un peu très actifs avec le cerveau qui bouillonne tout le temps, avec ce truc de ça s'arrête jamais. Et en fait, de prendre cette pause et de souffler. C'est très, très dur. Et c'est hyper dur. Moi, j'ai beaucoup de mal. Moi aussi. C'est un travail de malade, tu vois. Je vois Caro, elle a une grosse facilité à le faire. Pour moi, mais je me fais violence. Mais quand j'y arrive, eh ben, je me rends compte du bienfait que ça fait, putain. Et je me dis, waouh, ça m'a fait du bien. Tu vois, j'ai été centré, aligné dans le moment. Mon père, il me dit souvent ici et maintenant. Parce que c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire. Je suis éparpillé, dispersé. Et lui, il m'a toujours répété ça. Il m'a dit, c'est ici et maintenant. C'est quand la qualité du moment présent, tu vois. C'est je suis avec toi, je suis avec toi. Et pendant très longtemps, j'étais avec quelqu'un, mais j'étais sur mon téléphone, je pensais à autre chose. J'étais avec Marlon, il me demandait de jouer, mais en fait, je jouais même pas avec lui. Mon cerveau, il était ailleurs. Il me parlait, hein, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas normal. Ouais. Alors qu'en fait, t'es avec ton fils, même si c'est que 20 minutes, c'est ici et maintenant. La qualité des moments présents, c'est tellement important. Et je trouve que beaucoup de gens le perdent. T'as pas besoin d'aller très loin, tu vas dans une salle de sport, tu regardes le nombre de mecs qui sont sur leur téléphone pendant qu'ils font leur séance, ils sont pas ici. Comme ça. Ils sont pas ici et maintenant. Et maintenant, avec les notifications, les réseaux, les trucs, les télés partout, les écrans, les gens sont partout et nulle part à la fois. Et je pense que c'est un vrai fléau. Tu vois? De réussir à se recentrer, ça demande beaucoup de travail. Ouais. C'est pas facile, mais ça change diamétralement tout parce qu'en fait, le temps que tu passes avec les gens ou la qualité que tu passes sur les moments que tu passes,
bah, tout change complètement quand tu y mets ton 100%. C'est comme si là, on se faisait le podcast et en fait, j'avais le cerveau ailleurs. J'étais en train de me dire, putain, et après, je vais faire ça. Et là, je suis là en train de réfléchir à ce que je vais manger après. La profondeur de nos échanges, elle serait pas la même. Bien sûr. On serait là en train de parler de la pluie et du beau temps. Et en fait, c'est un truc que j'ai su apprendre et dans lequel j'étais tombé de manière un peu organique et naturelle, quoi. Par les sollicitations, par plein de choses, quoi. Et d'apprendre à mettre mon téléphone en ne pas déranger, ça m'a sauvé la vie aussi. Je l'ai dit aussi dans le podcast. Un hack de malade mental. J'étais bouffé. Mode avion. Direct. Toi, c'est mode avion carrément. Ah bah. Bah moi, je peux pas parce que c'est pas que je peux pas, mais comme Ouais, j'ai mais- Marlon, Bah ouais. quand t'as un enfant, tu sais, l'école qui t'appelle ou Caro qui me dit attends, il s'est passé le moindre truc, j'ai besoin de savoir. Ouais. Mais du coup, je suis en ne pas déranger et les seuls notifs autorisés, c'est Caro, C'est mes ta parents. meuf et l'école. Voilà, et l'école. Point. Mais tout le reste, que ce soit business, peu importe le niveau d'urgence, ça reste que du business. Alors qu'avant, c'était hors de question que je réponde pas dans la minute. Parce qu'en plus, j'avais écouté un podcast, je me rappelle au tout début de mon aventure entrepreneuriale, du CEO de quartier, je crois, qui avait dit un truc que j'avais noté, qui avait dit tu dois être exemplaire avec tous les gens auprès de tous les gens que t'embauches, et ça veut dire que leur niveau de réactivité dépend de ton niveau de réactivité. Et en fait, c'était quand ils m'écrivent, je réponds direct parce que du coup, je sais que si un client leur écrit, ils répondront direct. Et je m'étais mis ça en tête. Putain. La pire méta au monde. Et donc en fait, je me suis formaté à ça pendant très longtemps. Où en fait, on a besoin de moi, je suis d'astreinte, quoi. Mais j'avoue, j'étais comme ça en fait. Au début d'Insta, de YouTube et tout, j'avais cette logique militaire de c'est ton taf, tu veux être pro, tu veux montrer aux gens que t'es pro, soit là, tu sais. Et un jour, je me souviens d'avoir fait une story d'excuses en disant bon ben voilà. Là, j'avais pas dormi. Je me suis mis 24 heures de réponse aux commentaires et aux messages et j'ai pas réussi à tout faire. Donc, je me revois en train de faire ma story de con en mode bon, bah, vous voyez, c'est la preuve qu'en fait, il faut que je m'excuse de pas pouvoir répondre à tout le monde parce que matériellement, je peux plus. Voilà. Et ce jour-là, ça m'a dit, mais je me revois aux gens et je me dis, mais tu sais, parce que tu te dois, tu te dis, mais ces gens, ils donnent de leur précieux temps pour t'écouter, te regarder et tout. Tu te dois d'être là, d'être sur le coup, d'être investi. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Ouais. On est pareil là-dessus, où on sait pas dire non, on a l'impression qu'on est redevable auprès des gens, que s'ils nous accordent un peu d'importance, on doit donner du give back. Et c'est dur, hein. C'est dur de dire, je pose mes limites. Ouais. Caro, moi, elle sait très bien le faire maintenant, et moi, j'ai toujours beaucoup de mal. Je dis oui à toutes les sollicitations, toujours aujourd'hui. Et là, c'est mon prochain travail, tu vois. Je lui ai dit encore, je lui ai envoyé des messages tout à l'heure dans l'avion où elle en parlait parce qu'elle m'a envoyé des trucs d'un livre qu'elle envoyait sur la capacité à dire non, tu vois. Et je disais, putain, j'ai envie de travailler dessus. Et d'arriver à dire non. Et moi, tu me proposes n'importe quoi, sans agressivité, sans méchanceté, sans animosité, juste pour respecter tes limites. Je sais pas le faire. Et je me laisse bouffer partout. Ouais. Parce qu'en fait, je m'embarque dans des trucs où j'arrive plus à rien. Je dis oui à tout. Et je suis même capable de dire oui sur des trucs qui se chevauchent sur un agenda. T'as vu Yes Man avec Jim Carrey? Non. Oh putain. Non, il doit dire yes tout le temps. Mais c'est magnifique. Il est un peu rabougri, bougon, tu vois, le mec un peu relou et tout au début. Et il va à une conférence avec une espèce de mec qui dit mais ouvrez-vous au potentiel de la vie, apprenez à dire oui et tout. Ah mais si, je l'ai déjà vu, il dit oui. Et il dit bon bah allez, maintenant je me mets un défi, je ne dis plus que oui. Et sa vie devient un enfer. Et je trouve que l'exercice de style autour du oui et de la dialectique du non, il est assez bien servi dans le film. Bah moi on est un peu là-dessus, tu vois. C'est très dur. C'est dur, hein. Parce que, et tu me le disais tout à l'heure à juste titre quand on parlait avant, c'est que je pense que il y a peut-être un truc beaucoup plus profond qui vient de mon enfance et d'un truc à un moment donné où je sais pas d'où ça vient, mais où je dis bah si, c'est pas compliqué, mon père est pareil, il dit oui tout le temps. Tu lui demandes un truc, quelqu'un va abuser de malade de sa gentillesse, il va dire oui, tu vois. Ouais, j'ai vu mon père me demander des trucs pour des gens qui connaissaient à peine, qui lui demandaient que je fasse une vidéo de 4 minutes pour le cousin du frère de... Je dis, mais papa, mais comment il a osé te demander ça? C'est un malade mental, tu le connais même pas. Il me dit, bah non, je l'ai croisé à la boulangerie, quoi. Et il t'a demandé que moi, de demander à son fils de faire une vidéo de 4 minutes pour sa petite cousine qui est fan. Je dis, mais il a pété les plombs. Et mon père a pas su dire non. Ouais, mais si je le recroise, c'est un peu ça le truc, tu vois. Et du coup, je sais que je suis pareil. Tu l'as fait avec la vidéo ou pas? Non. Là, c'est là où j'ai ma limite maintenant. Où je suis pas non plus. Ouais. Yes. Je dis non. Par contre, si je connais pas, si. Très bien. Mais pour des gens que je connais, que je côtoie et que j'apprécie, c'est beaucoup plus difficile. Là, j'ai du mal. Ouais, toujours. Mais si par contre je connais pas, non, quand même, je mets une limite. Sinon, si tous les gens sur les réseaux qui me demandent quelque chose, je le fais. Là, t'es cramé.
Ça, heureusement, j'ai été capable de. Mais j'avoue qu'il y a toujours un petit truc. Moi, toujours, quand on me demande un truc que je sais que je ne peux pas et que je ne veux pas forcément faire, il y a toujours un petit pincement de t'es qui pour dire non en fait. Genre, c'est un être humain, t'es un être humain, vous êtes au même niveau. Pourquoi tu. Sauf qu'en fait, bah. Même eux, ils ont leurs limites en fait. Même un mec qui va venir te demander un truc qui est complètement hors sol, tu vas lui demander 2 heures après de te renvoyer l'ascenseur sur un truc, il va dire ah ouais, non, je peux pas, désolé. Exactement. Et là, tu vas faire oh. Bah oui. Oh, je suis con en fait. Ah, mais 100%. Et sans être forcément dans une réciprocité, une logique de don et tout, mais en fait, ouais, c'est pas un problème de juste pas être d'accord avec tout. Non. Mais moi, il m'a fallu qu'est-ce que c'est dur. beaucoup de temps pour le comprendre. Ah putain, bah moi je le comprends, mais j'arrive pas encore à l'appliquer. T'arrives à l'appliquer, entre le comprendre et l'appliquer. Bah oui. En fait, ma mère est pareille, tu vois. Ma mère, elle peut s'oublier complètement sur l'autel du bien-être des autres, du confort, de trucs, genre la mama italienne, tu vois, 100%. Et j'ai un peu évolué dans cette méta-là, avec mon père qui était un peu plus drivé par sa carrière, son ambition, l'armée, le truc et tout. Donc, j'avais un peu les deux exemples, mais ça a été très dur pour moi d'arbitrer les deux. Et j'avoue que parfois, j'ai encore du mal, tu vois. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Si t'as pas de mal avec ça, je pense que c'est parce que t'es un gros connard d'égoïste, en vrai. 100%. Et donc, il vaut peut-être mieux, je pense, dans mon système de valeurs à moi, avoir un peu de mal à poser ses limites pour dire non et se respecter, 100%. plutôt que tout le monde se dise... Que d'être de l'autre côté de la barrière et d'être un énorme connard. 100%. Mais bon, c'est parce que c'est nos personnalités. Mais ouais, c'est un travail intéressant et qui prend beaucoup de temps, je pense. Bah ouais. On verra. C'est marrant, je pense pas que les gens... Parce que tu vois, je te laisse parler depuis un long moment et je découvre, même si je te connais depuis un petit moment, je découvre une super intensité et une capacité de présence qui est incroyable. Merci. Et je pense pas que les gens pensent ça de toi. Je pense que les gens, ils te voient, les gens qui te connaissent ou qui te suivent depuis longtemps, ils savent. Mais les gens qui se disent, ah ouais, tu sais, Hugo Philippe, tu vois, j'en ai entendu parler et tout. Ils voient un petit con des réseaux, machin, qui est superficiel et tout. Exactement. Et ils voient pas le mec que t'es pour de vrai. Ouais, bah ouais. C'est frustrant pour toi, ça, tu vois? Ouais, de temps en temps. Et c'est pour ça que. Mais après, le problème, c'est que je me mets dans une posture de mec qui a quelque chose à prouver et je peux vite devenir un peu. Ouais. Tu vois, mec qui essaye de prouver. Alors que je suis jamais aussi bien que quand. Là, je suis authentique, vulnérable, naturel et que juste je donne mon propre récit. Et dès qu'en fait, je me mets dans cette posture-là de dire putain, j'en ai ras-le-bol qu'on me prenne pour quelque chose, je vais montrer que. Bah, c'est là où tu deviens peut-être à claque. Tu vois. Et du coup, j'essaye de pas l'avoir et de me dire. J'ai aussi ce truc maintenant où je me dis écoute. Les gens, peu importe, ça. Si tu veux penser ça de moi, tu le penses. Je suis pas responsable de ce que tu penses, tu vois. Si tu veux penser que je suis un mec, un influenceur de merde qui gagne facilement de l'argent à rien branler, t'as le droit. C'est que de toute façon, tu vas pas t'intéresser à ce que je fais, tu vas pas t'intéresser à mon business, tu vas pas t'intéresser à ma vie, tu vas pas me suivre sur les réseaux. Parce que si tu me suis sur les réseaux, tu vois mes stories, t'as le behind the scene et tu vois que je travaille, tu vois que je suis un père attentif, tu vois que je suis un mari aimant, tu vois que j'ai des valeurs qui sont quand même saines et que je suis pas un branleur qui vit à Dubaï. Et malheureusement, cette casquette-là, on en souffre encore plus en étant à Dubaï. On s'est mis un peu une balle dans le pied en allant là-bas, mais on regrette rien parce que la qualité de vie est exceptionnelle et Marlon parle 3 langues, c'est tu vois, de façon admirable. Bah ouais, et c'est génial et pour rien au monde je changerais ça. Mais malgré tout, t'as l'étiquette de influenceur Dubaï, où évidemment, bah, de temps en temps, t'arrives dans des microcosmes qui te regardent un peu de haut et qui se disent un influenceur, tu vois. Et avant, ça me piquait. Avant, j'avais besoin de prouver quelque chose. Mais non, je dis. Si t'as cette réflexion-là, je sais que moi, en fait, je me fais cette réflexion-là. J'ai jamais ce prisme-là sur des gens qui arrivent, peu importe leur. Je vais jamais me faire une image d'un mec juste parce qu'il vient de Dubaï. Ah, sauf s'il est en full Gucci et qu'il parle mal aux gens et que c'est une catastrophe absolue et qu'il est en claquettes chaussettes. Je vais me dire bon, pas ouf. Mais sinon, c'est pas parce qu'un mec vit dans une ville, c'est. Je vais pas me dire start-upper new-yorkais, laisse tomber. Bah non. À quel moment, tu vois? Je trouve ça débile en fait de mettre des étiquettes sur les gens en fonction juste de leur milieu social ou de la ville dans laquelle ils évoluent. Et en fait, je me dis que si les gens ont ce truc-là, de toute façon, tu seras pas voué à être mon pote parce que ta méthode de pensée, elle est pas. T'es un mec qui est plus ou moins fermé, tu vois, qui a pas une ouverture d'esprit énorme, et donc ça m'intéresse pas. Et donc en fait, je dis pas grave, pense ce que tu veux. Mais ça a été dur. C'est pour ça aussi qu'au départ, j'ai dû lutter et me dire je suis autre chose qu'un influenceur, je suis un entrepreneur et maintenant c'est plus facile parce que j'ai un track record qui est intéressant avec des podcasts hyper intéressants business etc que j'ai pu faire tu vois et où j'ai prouvé que j'étais autre chose. Et je vais te dire un truc aussi, c'est que qui est hyper intéressant, c'est que les mecs
dans les plus hautes sphères et les mecs les plus smart et les plus intelligents et les plus successful que j'ai pu rencontrer, ça a toujours été des mecs qui avaient absolument aucun regard négatif sur moi sans me connaître. Super intéressant ça. Et en fait, c'est toujours des mecs, que ce soit des Ningli typologie, des Nicolas Santivel, Dami, etc., qui me connaissaient pas, qui avaient qui auraient pu avoir cette casquette, c'est un influenceur, qui a une marque de fringues qui vient de Dubaï, et ils avaient pas la moindre once de jugement par rapport à ça. Okay. Et au contraire, les mecs avec qui le feeling est jamais passé, et avec qui je me suis dit, c'est pas un mec qui m'intéresse et j'ai rien partagé avec lui, c'est des mecs qui, dès le départ, j'ai senti lancer des petits pics en mode, ouais, mais vous les influenceurs. Tout le temps. Tu vois? Donc en fait, c'est que, bah ouais, ça se traduit bien, quoi. C'est que, véritablement, les gens avec qui ça fit et pour qui j'ai de l'intérêt ou avec qui, pour qui je sais pas que j'accorde de l'importance, mais tu vois, pour qui l'estime qu'ils ont de moi a une importance à mes yeux, bah c'est des gens qui se diront jamais, oh, influenceur de Dubaï. Et qui passeront au-delà de ce level-là et qui vont se dire, je vais aller essayer d'aller chercher l'humain parce que ça me paraît intéressant. Et au contraire, c'est des mecs qui viennent pas du tout de cette industrie et qui se disent, putain, c'est une grille de lecture qui est intéressante parce que c'est un mec qui vient pas du tout de mon monde et ça m'intéresse de comprendre un peu ton écosystème. Et c'est tellement smart. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, j'estime qu'il y a de la valeur dans n'importe quelle personne. Et j'ai vu des gens, moi, full télé-réalité que j'ai pu rencontrer à Dubaï, qui étaient très intéressants et qui m'ont apporté des choses et qui étaient inspirants sur certains sujets. Et je me suis pas bloqué en mode... Alors évidemment, aussi, il y a certains profils qui sont vraiment catastrophiques. Il y en a qui forcent le trait où je m'approcherai pas et j'essaye même pas d'y aller, tu vois, parce que c'est vraiment, vraiment abusé. On est dans de la fraude et dans des... Mais sinon, il y a d'autres personnes où, en fait, bah, l'étiquette correspond pas du tout à la personne. Et tu dis, putain, s'il avait pas fait ce chemin de vie-là, qu'il a amené sur un métier ou des trucs qui sont pas forcément les plus honorables, bah, putain, il aurait pu faire des très belles choses à côté. Et t'en croises souvent, hein. Et les gens préfèrent se dire, ah, bah... Et je suis persuadé qu'il y a des nanas, des actrices porno qui auraient pu faire des carrières de politique, tu vois. On en connaît. Mais vraiment. Non, moi, j'en connais pas. Mais tu vois, c'est des chemins de vie et en fait, je trouve ça nul, en fait, d'arrêter les gens à une étiquette. C'est marrant, tu vois. En 2016, on m'a proposé de faire Koh-Lanta. Ouais. Et c'est le moment. Moi, j'avais été pris à Koh-Lanta. Sérieux? Ouais. Et tu t'es dit, j'y vais pas? Non, en fait, ce qui s'est passé, incroyable, c'est que j'étais à BTC à ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, c'est très drôle parce que Caro m'a dit, si t'avais fait Koh-Lanta quand on s'est rencontrés, j'aurais fermé la porte. Donc au final, heureusement, tout arrive, rien n'arrive par hasard. Bien sûr. Et bref, je suis pris, donc je passe toutes les épreuves de sélection, etc. Je vais à l'INSEP, je fais tous les tests, cardiologue et compagnie. En plus, 2 ans avant, moi, il y avait eu un décès, donc en fait, ils étaient hyper à cheval sur tout ce qu'on faisait. Wow. Test de natation, test physique, etc. Je suis pris, je prépare mon petit baluchon. Ils me disent, tiens-toi prêt, départ dans 1 semaine. Putain. Et donc, je dis à personne, à part mes parents, parce que tu dois le dire à personne. Je dis même pas à mes potes, personne n'est au courant, pas mon taf et tout, tu vois. J'allais leur dire dernière minute. Et là, 3 jours avant de partir, mon sac est prêt et tout. Et je m'étais entraîné vite fait à faire du feu et tout dans mon jardin quand je rentrais chez mes parents. Dans le salon sur le canapé. Ouais. Et il y a un mec que tu devais connaître en plus qui est Robin Mayer. Ça te parle ou pas? Ouais, bien sûr. C'était un des modèles quand j'étais manager chez Abercrombie. Et bah énorme. Et bah Robin, en fait, si tu veux, on avait Billy. Tu vois, tu te rappelles ou pas de Billy bien sûr. Qui bossait avec Joe Boy, bien sûr. Exactement. Bah, Joe que j'ai vu il y a 2 semaines à Bali, à Uluwatu d'ailleurs. Ok. Et qui vit à Dubaï en CrossFit. Non, maintenant il vit à Bali. Ah bon? Il est parti à Bali. Il était à Dubaï, il vit à Bali. Bref. Et en fait, Billy avait commencé à me gérer. Ok. Et gérer Robin aussi. Et donc, on était toujours tous les 2 mannequins. Sauf que Robin avait été pris à Koh-Lanta aussi en même temps que moi. Sauf qu'il y a interdiction d'avoir des candidats qui se connaissent. Exact. Et moi, quand j'arrive à l'INSEP, je le vois. Avec ça, tu sais, t'as une sorte de nounou qui est avec toi. Je tourne la tête, il me voit pas. Ok. Et je dis, sauvé. Parce que s'il me voyait... Lui, le connaissant, il a fait... Bonjour, monsieur, que je ne connais pas. Et heureusement, rien ne passe. Et je me dis, sauvé. Parce que sinon, on est cramés tous les 2, tu vois. Waouh. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'histoire, c'est que Billy, sur un shoot, apprend par moi, parce que je lui dis, du coup, bah, je suis pris à Koh-Lanta, apprend par Robin qui est prêt à Koh-Lanta. Et sur un des shoots qu'il a, où je crois que Robin est même pas là, il dit à un des photographes qu'il avait, qui est un énorme connard, je dirais pas son nom, mais... Et Billy dit, bah, attends, j'ai 2 de mes gars qu'il faut Koh-Lanta. C'est le photographe en question,
Il vous a balancé. Un rouquin. Il contacte la prod. Mais non. Si. Il envoie des messages à la prod et il les appelle. Et il dit voilà, je suis un grand fan de Koh-Lanta et là je viens d'apprendre un truc qui me déçoit énormément. Elle est complètement pipée votre émission. Il y a 2 candidats qui se connaissent et qui vont faire la prochaine émission. Et je vous donne les noms. C'est Hugo Philippe et Robin Mayer. Oh waouh. Et Et du là- coup, il vous a grillé tous les deux. Tous les 2. Oh. 3 jours avant, moi il m'appelle, je suis au taf et là je me décompose mon pote. Je suis dans les escaliers, le monde s'effondre. Wow. Parce que pour moi c'était exceptionnel. Ah ouais. J'avais toujours rêvé de faire Koh-Lanta. Ah ouais. C'était incroyable. Et t'as vu le nombre de personnes d'appelés pour le nombre d'élus qu'il y avait? Il y en avait très peu. Et moi, j'ai réussi. Je me dis putain, tu vois, c'est une réussite d'avoir réussi à être pris à Koh-Lanta. Ouais. Et donc ils m'appellent et ils me disent tu connais un certain Robin? Je dis non, machin. Ah bah c'est bizarre parce qu'on nous a appelés. En fait, on est désolé Hugo, mais ça va pas pouvoir le faire. Tu connais un des autres trucs. Et après, Robin me contacte sur les réseaux, on s'appelle et il me dit bah ils m'ont dit tu connais un certain Hugo. Il me dit ils m'ont dégagé. Il me dit et toi? Je dis bah je suis dégagé aussi. Et tous les 2 on s'est fait virer. On n'a jamais fait Koh-Lanta. Alors qu'en plus, ils auraient pu en garder au moins un des deux, quoi. Exactement, ils ont viré les 2. Remarque, c'est équitable. Ouais. Dans la douille, c'est équitable. Mais putain les boules. Putain. Wow. Mais heureusement, parce que ça a fait de toi Au final. le papa et le mari que t'es aujourd'hui. Exactement. C'était une grosse étiquette. Hein. Moi, c'est pour ça que j'y suis pas allé. Je me Ah suis ouais, dit, t'y es pas allé toi? bah, on était en train de charbonner sur Bayesian à mort et tout, et tous les gens autour de moi qui étaient un peu de la vieille école m'ont dit Ouais. attention. Ouais. C'est quand même de la télé-réalité. Ouais. Moi, j'étais là, non, mais c'est l'aventure, vous comprenez Bah pas ouais, le côté pour moi, sportif c'était et le tout. plus clean, quoi, tu vois. C'était un truc de Pareil. Survivor, quoi. Pareil. Où tu montrais, en fait, Pareil. que t'étais... Pareil. J'avais pas du tout cette image-là, à Et les l'époque. gens m'ont dit, Ouais. attention, il y a des mecs qui sont payés par la prod pour être sur place, Ouais. juste pour foutre la merde, juste pour oui. créer du drama, Bah oui. juste pour créer de l'audimat, Oui. qui vont te dire hors caméra, genre ouais, je nique ta mère, machin, comme ça, juste pour te chambrer de A à Z. Absolument Et pas tu vas étonnant. dire, ok, c'est bon, je garde la tête froide et tout. Et le 28e jour, quand t'auras pas mangé depuis 3 semaines et qu'il va y avoir un truc qui va pas cuire comme d'habitude, tu vas lui foutre sur la gueule. Et là, tout le Exactement, monde va mais être là pour forcément. filmer. Et tu vas passer pour un mec Exactement. caractériel, colérique, impulsif et ça va ruiner ta carrière. Classique. Et j'ai fait, ah, ça, je savais pas. Tu vois. Et ça m'a mis un peu de plomb dans la tête et du coup, j'ai refusé d'y aller. Et... T'as bien fait. Ouais, j'aurais bien fait pour le côté aventure, Pour le mais, côté aventure, mais en ouais. fait, Mais bon, au moi, final, bisounours tu sais que comme je suis, maintenant- j'aurais été manipulé de A à Z, j'aurais fini sur des highlights de trucs, ça aurait été ridicule. Et tu moi, vois. je l'ai vécu plus tard, sans faire Koh-Lanta, avec Danse avec les stars. Et j'ai bien vu le Oui. milieu de merde que c'était. Hein. Et en effet, t'as pas envie d'y mettre un pied. Et si c'était à refaire, je le referais pas. Ok, Ouais. très intéressant. Bah, c'est pareil, l'expérience sportive a été incroyable et une des plus dures de ma vie, vraiment. Ouais. Parce que apprendre de la danse, Oui. quand t'es pas danseur du tout, Oui. et apprendre une chorégraphie, être en prime time à 21h devant la France entière, alors ta grand-mère, toute ta famille qui te regarde à la télé, ça met une pression de malade. Et ça m'a beaucoup appris parce que j'ai pris un coach mental à ce moment-là qui m'a aidé Ok. pour gérer la pression. Parce qu'en fait, je maîtrisais hyper bien en répète et je me décomposais et je perdais tous mes moyens quand le rideau s'ouvrait. Et parce que t'as été sur le plateau en plus, je crois. Ouais. Donc t'as vu le j'ai fait- truc et moi, j'ai malgré fait tout. Ninja Warrior. Ouais, bah donc, oui. ouais. Et en fait, bah, je me décomposais complet, quoi. Tu m'avais pas, quand j'étais venu te voir au Prime, tu oui, m'avais t'étais pas venu. donné l'impression de perdre tes Bah, moyens. si. Ça avait Bah l'air, non, parce que quand t'étais venu me voir au Prime, c'était sur les derniers. Ok. Et j'avais réussi à travailler là-dessus. Ok. En fait, il m'avait Ok. dit des phrases qui étaient plus de jeu que d'enjeu. Et il m'avait dit, si demain tu te plantes là, tu te foules une cheville, tu rates ta choré, et tu t'arrêtes en plein milieu sur le sol et tu dis, je sais plus danser. Il me dit, après, donc il va se passer le machin. Et après, quand tu vas rentrer ce soir, ta femme, elle sera dans le lit, ton fils, il sera dans le lit, ils t'aimeront, ils te feront un bisou, ils seront là demain matin. Il me dit, y a quoi de plus important dans la vie? Je dis rien. Il me dit, bah, qu'est-ce que t'en as branlé? C'est beau. Et c'est con. Bah oui. Mais bah oui. Et en fait, j'ai déclenché ça dans mon cerveau. Et en fait, je me disais, juste avant de rentrer, pendant 1 minute 30 avant, je faisais plus de jeux que d'enjeux. Plus de jeux que d'enjeux. Et tu sais, en fait, il m'a dit, les messages que t'imprimes à ton cerveau, le cerveau les assimile et les répète. Donc, c'est plus de jeux que d'enjeux, plus de jeux que d'enjeux, plus de jeux que d'enjeux, Et j'apprenais à sourire en même temps. Plus de jeux que d'enjeux. En fait, il y a plus de jeux que d'enjeux. Et petit à petit, j'étais là, vas-y, en fait, viens, on kiffe, tu vois? Et je me suis complètement libéré. Alors qu'avant, j'étais dans cette forme de crispation et de me dire, je dois pas tomber, je dois me répéter 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. Merde, je l'ai plus. Oh putain. Et je te jure, et ça te fait vraiment ça parce qu'en fait, le stress te fait complètement Bien sûr. tout oublier. Bien sûr. Et heureusement, en plein prime, ça te fait aussi le cerveau déconnecte et tout d'un coup, ça revient de manière mécanique. C'est assez impressionnant. Hein. Vraiment, à vivre, c'est fou. Où en fait, tu répètes le truc 10 minutes avant,
Tout est facile. Et 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. 1, 2. Et tu te le refais juste pour te sécuriser. 40 secondes avant que le rideau s'ouvre. Putain, je l'ai plus. J'ai plus rien. Mais t'arrives même plus à démarrer la choré. Tu sais même plus si tu dois commencer par 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4. Tout se bouleverse dans ta tête. C'est l'angoisse absolue. Je te jure, c'est un niveau de stress. Ça doit être très dur. Ton niveau de cortisol, j'aimerais voir ce que ça fait dans le corps, mais c'est stratosphérique. Et tu sais que le rideau va s'ouvrir et tu... Et je te jure, c'est ça. Je sais plus comment commencer. Et tu imagines le rideau s'ouvre et tu fais... Bah non. C'est la honte de malade. T'es en prime. Incroyable. T'es en live. Et en fait, il se passe un truc, ça m'est arrivé plein de fois. Le cerveau déconnecte complet et je compte plus dans ma tête. Et en fait, bah, je commence à faire le truc. Et je sais plus où je suis. Je te jure, je suis dans le cosmos. Et en fait, ça part. Et tout d'un coup, ta partenaire, elle t'embarque avec elle dans le truc. Elle te fait reprendre le fil. Tu reprends le truc et tu reprends. Et c'est reparti. Mais j'avais des coupures de 5 secondes en plein prime. Où tu sais plus où t'es. T'es en transe quotidienne, genre... Bah, t'es déconnecté, tu sais même plus ce que tu fais. Ton corps fait des mouvements que t'as tellement répété qu'en fait ça s'est imprégné et que t'as compris, mais ton cerveau n'est plus du tout lucide sur ce que t'es en train de faire. Tu sais plus, tu écoutes même plus la musique. T'es dans une sorte de bulle où tu dis... tu sais, t'es en apnée et tout d'un coup, quand ça revient, tu reprends ton souffle. Je te jure que c'est hyper éprouvant comme truc. Je veux bien le croire. C'est un truc de malade. Et en fait, le fait justement d'avoir travaillé avec ça sur mon préparateur mental, Michael Aberger, et qui est un mec en fait qui travaille beaucoup avec les sportifs de haut niveau, avec les golfeurs professionnels. Et lui, c'est hyper intéressant parce qu'il me faisait c'est pour ça que ça marchait bien avec moi. Il me prenait des parallèles avec des golfeurs de très haut niveau qu'il a sur le dernier coup. Tu vois, du dernier trou qui fait toute la différence et qui joue des prize money de malade. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu dois le taper, tu vois? Et les hacks mentaux qu'il leur donnait pour réussir en fait à faire complètement le vide et à faire complètement abstraction de toute la pression qu'il y avait. Un peu comme un joueur de tennis quand il va, tu vois, servir pour un tournoi des grands chelems. Et en fait, ça m'a vachement parlé et c'est des trucs que j'applique encore aujourd'hui, tu vois? Ce plus de jeu que d'enjeu. Dès que j'ai trop de pression qui monte, dès que je sens que je suis en train de monter trop, que je suis en train de, tu vois, d'étouffer un peu et que là, je prends trop les choses à cœur, je fais respiration, plus de jeu que d'enjeu, plus de jeu que d'enjeu, plus de jeu que d'enjeu. Vas-y, la vie, life is a game, tu vois. La vie, c'est un jeu. On va tous, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, on va tous mourir à la fin. C'est que du business, ou alors c'est que une embrouille de potes, ou alors c'est qu'une embrouille avec ta meuf, c'est que, wow, le principal, il est ailleurs. L'essentiel est ailleurs. C'est très beau ce que tu dis et j'ai l'impression que c'est ce que tu as infusé dans toutes les parties de ta vie finalement. Cette gamification permanente où moi je te vois un peu comme l'empereur du cool, tu vois, où tu fais des trucs qui sont incroyables, mais toujours avec le sourire en dansant et en disant c'est juste un jeu en fait. Ça c'est super fort. Mais je l'ai perdu au fur et à mesure et mon père m'avait dit un truc très vrai. Mon père aussi c'est un gros mentor pour moi, tu vois, je l'ai très souvent au téléphone et tout. Et il m'avait dit, pour moi Hugo, tu sais, la phrase qui te définit le mieux c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Tu vois? Et en fait, ça me reste toujours. Et en fait, je me rends compte que quand je fais les choses sérieusement, mais que je me prends trop au sérieux, là, il y a une part d'Hugo qui est en train de disparaître. Et ça doit rester mon essence même. De faire les choses sérieusement. On le fait avec discipline, avec rigueur. On est, tu vois, on est dans le process et on fait les choses intelligemment, en le comprenant, comme avec la musculation, comme, tu vois, en essayant de comprendre les choses. Mais sans se prendre au sérieux, tu vois. Viens en gaulerie, viens en même temps, on se prend pas la tête, viens on atteint nos objectifs mais on se marre, tu vois. C'est ce que j'aime bien par exemple avec Alan aussi que t'as fait, il a ce truc là, où en fait, il a ce truc où il a une bonne vibe. Et il y a beaucoup de mecs dans l'Aerox qui se prennent trop au sérieux. Et où tu dis, oh les gars, pétez un coup, tu vois, c'est juste de l'Aerox, c'est une compétition. Ah bah doubt me now, voilà, je vous ai montré qui je suis. Mec, t'as couru 57 minutes sur un... c'est cool. Tu vois. Et j'adore, moi, tous ces profils un peu, tu vois, et ça me correspond bien parce que c'est là où je suis dans mon état de flow et ma zone de génie. C'est quand j'arrive, en fait, à être en pleine maîtrise, en contrôle, mais qu'en même temps, j'arrive à être le mec cool, tu vois. Et Caro, elle me fait souvent des petits reminders là-dessus où elle me dit, je t'ai perdu, tu vois. Et quand elle me dit je t'ai perdu, c'est que je suis rentré trop deep dans un sujet, je l'ai trop pris au sérieux et j'ai perdu de ma légèreté. Et on le ressent bien dans notre relation. À chaque fois, c'est notre relation qu'empathie, c'est ma relation avec Marlon, direct. Dès que je prends un truc trop au sérieux dans le business ou que je redeviens trop, tu sais, trop rude un peu dans le truc, bah forcément, je perds un peu de ma lumière et de mon côté solaire.
parce que ça me plombe, parce que j'y pense, parce que je dors mal, parce que ça me tracasse, et je suis plus là. Et dès que j'ai plus de sujets et que j'arrive justement à me dire plus de jeux que d'enjeux, tu vois, on fait les choses sérieusement, mais vas-y, il y a plus grave dans la vie. Et bah là, je redeviens le Hugo cool, solaire, où tout glisse, tu vois. Mec, j'avais plein d'autres questions à te poser, mais en fait, c'est tellement parfait comme conclusion que je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Let's go, on se fera un épisode 2 plus tard. Avec grand plaisir. C'était tellement inspirant de s'imprégner littéralement de l'intensité que tu mets à prendre les choses à la légère. Tu sais, ce paradoxe qui est poignant et que tu incarnes tellement bien. Merci beaucoup. Merci de ce que tu as partagé avec nous. Avec plaisir, merci à toi pour ton accueil. Je crois que j'ai réussi à pas trop t'interrompre. Non, t'as quasiment pas parlé. Je suis quasiment fier de moi, putain, c'est trop fou. Ce sera ton record. Et on va avoir 2 heures pour papoter. Je suis encore là, je vais pouvoir poser plein de questions. Merci beaucoup. Évidemment, plaisir, les gens te connaissent tous. S'ils te connaissent pas, il y aura les liens de ton travail, ton Instagram, ma chaîne YouTube, bientôt. Ta future chaîne YouTube. J'ai hâte de voir ça. Je vais bouffer du popcorn devant tes vlogs. Ça va être très intéressant. Ouais, ça va être cool. Si vous voulez voir le Hugo raw, unedited et avec le plus de jeux possible et le moins d'enjeux possible, c'est bientôt sur YouTube et ça va être passionnant. Absolument. Merci mon gars. Je te laisse le mot de la fin. Je me tais. Le mot de la fin, j'ai pas grand chose à dire. Encore merci pour l'accueil. Et puis, non, c'était hyper intéressant, tu vois, d'échanger comme ça de manière hyper libre et hyper instinctive avec toi. Et continue parce que c'est un format, moi, que j'aime beaucoup, tu vois. Je déteste être bridé. Et qu'on vienne justement me couper trop régulièrement, et ça a été le cas dans plusieurs de mes podcasts précédents, et donc c'était un véritable bonheur d'être ici aujourd'hui, et longue vie à ton podcast. Merci mon gars. Avec plaisir. Trop cool. Et hasta la vista.